L'histoire commence par un grand bal royal, où Cendrillon fait une entrée magique grâce à sa marraine la fée. Elle partage un bref moment d'enchantement avec le prince, mais leur temps ensemble est écourté. À minuit, la magie s'estompe, obligeant Cendrillon à s'enfuir précipitamment du château. Le prince captivé n'a plus qu'une seule pantoufle de verre, incapable d'oublier la mystérieuse jeune fille. Après une recherche dans tout le royaume, il trouve enfin la femme dont le pied s'adapte à la délicate chaussure. Ils se marient lors d'une grande cérémonie et semblent promis à une vie heureuse. Mais cette fin de conte de fées ne devait pas durer très longtemps. La fée marraine ne tarde pas à s'apercevoir que la nouvelle princesse est profondément malheureuse. Cendrillon, désormais enfermé dans une chambre somptueuse, passe chaque nuit à pleurer pour s'endormir, complètement seul. À un moment donné, le prince a cessé de chercher sa femme et a trouvé de l'affection auprès d'une autre personne. Le prince qui l'a poursuivi si passionnément est celui-là même qui l'a mise en cage. Autrefois mystérieuse belle du bal, elle n'est plus qu'une princesse mal aimée menacée d'expulsion. Après 10 longues années sans héritier, son conte de fées a officiellement expiré. Sa marraine la fée la regarde de loin, remplie d'un regret profond et angoissant. Elle aimerait pouvoir remonter le temps et détruire le mariage, mais son pouvoir s'est évanoui. Par un cruel retournement de situation, la marraine autrefois puissante n'est plus qu'une vieille souris frêle. Sa magie a disparu, la laissant trop faible pour se tenir debout sur ses 4 pattes. Dans son dernier souffle, elle se tourne vers Cendrillon, qui n'est plus qu'une silhouette sombre et masquée, pour lui demander d'exaucer un dernier vœu. La petite souris s'avance en titubant, déversant toute sa force vitale restante dans une dernière supplique. Son seul désir est de voir la jeune fille qu'elle a sauvée, trouver une raison de sourire à nouveau. La marraine se souvient d'une époque où le rire de Cendrillon était sincère et plein de vie. Elle se souvient que, même sans rien, le sourire de la jeune fille était son plus grand trésor. Une fois son dernier souhait formulé, la forme de souris de la marraine fée s'assoupit enfin. La silhouette sombre et masquée répond à la demande désintéressée, le visage caché derrière un masque. Tenant la souris sans vie, la silhouette s'émerveille d'une telle dévotion au bonheur d'autrui. Dans un éclair de lumière, une petite créature joyeuse apparaît, affirmant partager le même souhait. L'être masqué se tient sur un balcon et promet silencieusement de réaliser son vœu. Leur nouvel objectif commun est de redonner à Cendrillon sa joie de vivre et sa vitalité d'antan. La petite créature regarde son nouveau maître, étincelante de potentiel magique. Les yeux rouges et brillants, le personnage masqué accepte la mission d'apporter à Cendrillon un bonheur durable. La silhouette regrette que la marraine ait utilisé son dernier vœu pour un autre, au lieu de le faire pour sa propre vie. Ils se demandent brièvement s'ils auraient pu intervenir d'une manière ou d'une autre si le souhait avait été différent. Mais l'être mystérieux écarte rapidement cette pensée futile et se tourne vers la tâche à accomplir. Ils comprennent que seul Cendrillon a le pouvoir de briser leur propre malédiction. Maintenant qu'ils se trouvent dans le palais, les personnages masqués sont prêts à mettre leur plan à exécution. Leur détermination est alimentée par le souvenir de l'amour profond de la marraine pour la princesse brisée. Ils savent que l'esprit de la marraine ne peut trouver la paix que si Cendrillon trouve la vraie joie. D'un geste doux, le personnage libère l'âme de la marraine, la laissant flotter au loin. Il lui souhaite une meilleure vie, une vie où elle n'aura plus jamais à rencontrer quelqu'un comme eux. Pendant ce temps, une berceuse nostalgique chantée par 2 petits oiseaux attire l'attention de Cendrillon. L'âme de la marraine se souvient du temps où Cendrillon, plus jeune, fredonnait une chanson joyeuse en partageant sa maigre pitance. Son esprit trouve un repos paisible à l'intérieur d'une fleur jaune, croyant que son voyage est enfin terminé. Mais ce sommeil tranquille est brusquement brisé par une secousse soudaine et surprenante. Elle est brutalement réveillée par des cris violents et se demande si elle ne s'est pas retrouvée en enfer au lieu du paradis. À son grand désarroi, elle reconnaît les voix cruelles des méchantes demi-sœurs de Cendrillon. Un doigt doux touche son petit corps, interrompant ses pensées paniquées. Le toucher lui semble incroyablement réel, ce qui l'amène à se demander s'il ne s'agit pas simplement d'un rêve. Elle lève les yeux pour voir le visage d'une jeune et heureuse Cendrillon, un spectacle qu'elle ne s'attendait pas à revoir. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre, Cendrillon est appelée par ses sœurs, laissant la petite souris derrière elle. La marraine la regarde partir, s'efforçant de croire qu'elle a été renvoyée dans le passé. La petite souris a du mal à accepter sa nouvelle réalité, convaincue qu'il s'agit d'une illusion. Elle regarde la jeune Cendrillon s'enfuir, l'esprit troublé par la possibilité que tout ceci ne soit qu'un rêve. Pourtant, le souvenir du visage et de la voix de Cendrillon lui semble bien trop réel pour n'être qu'une simple fantaisie. Ses pensées sont interrompues par les cris aigus d'une demi-sœur qui réprimande Cendrillon pour son retard. Toute la belle famille se joint à elle, se moquant de l'apparence de Cendrillon et renforçant cruellement son surnom dégradant. Cendrillon ne peut que baisser la tête de honte tandis qu'il ricane sur le fait qu'elle est couverte de cendres. La marraine reconnaît cette scène cruelle, confirmant qu'elle est bien retournée dans le passé. Un souvenir oublié refait surface. Le vrai nom de Cendrillon était Seraphina Bluewood. En jetant un coup d'œil par-dessus un rebord, la souris se demande si sa propre magie n'a pas remonté le temps dans ce but précis.
Elle réalise alors qu'elle a l'occasion de protéger Serafina et de réécrire son destin tragique. Une voix tranchante coupe court à l'agitation et la main d'un homme se pose sur la porte. Cendrillon sursaute, ses yeux s'écarquillent en reconnaissant la voix du nouvel arrivant. La marraine identifie l'homme comme n'étant autre que le comte Bluewood. C'est le propre père de Serafina, l'homme qui était resté là à regarder sa fille se faire maltraiter. Elle se souvient que, contrairement à la famille recomposée punie, le comte a profité du mariage royal de sa fille. Il a vécu une vie de luxe jusqu'à sa mort, récompensé par le prince pour sa cruauté. La petite souris jette un regard noir, comprenant que le comte est à l'origine de la misère de Serafina tout au long de sa vie. Le comte se range immédiatement du côté des demi-sœurs, ordonnant à sa propre fille d'être obéissante. Il regarde Serafina avec un mépris total, se demandant comment il a pu engendrer quelqu'un d'aussi pathétique. Alors que les larmes montent aux yeux de Serafina, le cœur de la marraine se brise en voyant sa douleur de près. La marraine se souvient de l'incroyable jeunesse de Serafina à l'époque. Elle se souvient que malgré sa maturité forcée, Serafina n'était qu'une enfant rêvant d'évasion. Sa profonde solitude l'a poussée à rechercher un sauveur, même un prince superficiel. Car de toute sa vie, personne ne lui a jamais témoigné une once de gentillesse. Le comte présente de fausses excuses à ses belles-filles, ignorant complètement sa propre enfant. La marraine se sent impuissante dans sa petite forme, mais sa fureur est tout sauf minuscule. Elle décide que même si cela signifie sa fin, elle ne laissera pas cette injustice perdurer. Dans un élan de juste rage, la petite souris s'élance dans les airs. Elle fonce directement sur le visage du comte, le prenant complètement au dépourvu. La marraine porte une attaque féroce, jurant de ne jamais pardonner à l'homme qui a détruit la vie de Serafina. Le cri de douleur du comte plonge toute la salle à manger dans le chaos le plus total. Nullement impressionnée par ces mises en scène, la petite souris s'accroche à sa poitrine, jugeant sa lâcheté. La belle-mère furieuse ordonne aux domestiques d'éloigner la créature de son mari gémissant. Alors que les majordomes entrent en scène, Serafina, terrifiée, tente désespérément de les retenir. Les serviteurs la retiennent, mais elle continue de plaider pour la sécurité du petit animal. Avec une détermination soudaine, Serafina déclare que c'est elle qui enlèvera la souris. La marraine est stupéfaite, réalisant que Serafina risque d'être punie juste pour la protéger. Un serviteur saisit avec force le bras de Serafina, essayant de la pousser hors du chemin. Horrifiée, la marraine regarde Serafina se faire malmener pour son simple acte de gentillesse. D'un geste brusque, une main s'empare de la petite souris et la saisit fermement. La fureur du comte explose alors qu'il resserre son emprise sur la petite souris. Il jette violemment la marraine à travers la pièce, la traitant de race sans valeur. Serafina hurle de protestation, son cœur se brise à cette vue. Elle s'effondre sur le sol, implorant la vie de la petite créature sous le regard des majordomes. La marraine gît immobile, sa petite forme semblant tragiquement fragile. Son père réprimande Serafina, dégoûté qu'elle défende une telle créature. Serafina répond courageusement, insistant sur le fait que la souris est un animal propre provenant des champs. Son défi est suspendu dans l'air, choquant la cruelle famille dans le silence. La belle-mère s'emporte, arrachant vicieusement les cheveux de Serafina dans un accès de rage. Avec un regard de pur mépris, elle déclare que sa belle-fille est complètement folle. Serafina tremble sous l'emprise de sa marâtre, les yeux écarquillés par la peur. La marâtre l'entraîne cruellement au loin, tandis que Serafina implore désespérément sa pitié. Les belles-sœurs observent avec une satisfaction béate leur père qui s'éloigne simplement de la scène. Serafina est violemment jetée dans un sombre débarras pour la punir de sa défiance. La porte se referme, la laissant enfermée à l'intérieur pour contempler son supposé méfait. Elle frappe frénétiquement contre la porte, ses appels à la liberté résonnant dans la pièce vide. Un léger bruit provenant de l'arrière la fait s'arrêter, son désespoir se transformant en une inquiétude soudaine. Elle baisse les yeux et découvre la marraine blessée dans sa paume, réalisant qu'elle a besoin d'une potion de guérison pour la sauver. Elle est fermement décidée à sauver la souris, mais elle sait qu'elle ne peut même pas s'échapper de la pièce elle-même. Des larmes de culpabilité coulent sur son visage tandis qu'elle s'excuse auprès de la petite créature pour son impuissance. La marraine tente de consoler Serafina, en prenant la responsabilité de ses propres actions imprudentes. Elle déplore son incapacité à l'aider, se sentant tout aussi impuissante dans le passé qu'elle l'est aujourd'hui. La marraine évoque un souvenir similaire, celui de Serafina enfermée, ne trouvant de réconfort que dans la compagnie d'un petit animal. Même à cette époque, Serafina trouvait du réconfort dans la présence de la souris, la remerciant d'être simplement là. La marraine se souvient que la gentillesse inébranlable de Serafina a toujours été son salut. Elle se souvient du simple souhait de Serafina d'avoir un ami. Un souhait qu'elle a fait à une petite souris. Mais la mémoire de la marraine se termine dans la tristesse, sachant que ses actions ont finalement apporté plus de douleur à Serafina. La scène revient à sa vraie forme, se demandant pourquoi elle a été renvoyée si elle n'a pu que causer plus de souffrance. De retour dans le présent, la voix de Serafina traverse le désespoir de la marraine et lui exprime sa gratitude. Serafina avoue avoir ressenti un sentiment de justice,
n'ayant jamais vu son père aussi ébranlé auparavant. Séraphina devine à juste titre que la souris a attaqué son père par loyauté envers elle. Elle compare tendrement la petite créature à un héros courageux de ses livres préférés. Inspirée par cette bravoure, Séraphina décide de donner un nom spécial à la souris. Avec un doux sourire, elle baptise sa nouvelle amie, Élodie. La marraine est émue aux larmes, opposant la gentillesse de Séraphina aux insultes qu'elle a subies. Elle se souvient que tous les humains l'ont traitée avec dégoût, à une exception près. Seule Séraphina lui a tendu la main, trouvant la beauté là où les autres ne voyaient qu'une misérable créature. Nourrie par ce souvenir, la marraine fait la promesse solennelle de protéger Séraphina à tout prix. Soudain, une puissante magie jaillit de la marraine, soulevant sa forme lumineuse dans les airs. Séraphina regarde incrédule, une seule larme traçant un chemin sur sa joue alors qu'elle est témoin du miracle. Pendant ce temps, le comte réclame frénétiquement un médecin, sa panique se répercutant dans le manoir. Il se gratte obsessionnellement, paranoïaque à l'idée que la petite souris lui ait transmis une infection. Soudain, une force puissante traverse la fenêtre, projetant le comte en arrière, sous le choc. Sonné et désorienté, il se lève à grands pas, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Ses yeux se posent sur son jardin, qui n'est plus qu'une scène de dévastation, et il pousse un cri de désespoir. Rendu fou de rage, le comte demande furieusement à savoir quel est le fou qui a osé saccager sa propriété. Sa fureur se transforme instantanément en sueur froide lorsqu'il sent une présence extrêmement puissante. 2 paires de bottes atterrissent avec détermination au milieu des débris, annonçant l'arrivée d'invités inattendus. Les silhouettes imposantes se révèlent être le duc Valkisen et le jeune prince. Un serviteur confirme leur identité, laissant le comte horrifié par l'apparition soudaine d'hommes aussi puissants. Le duc Valkisen s'adresse au prince, qui prépare un sort de communication avec une main incandescente. Sa magie diffuse un seul nom dans tout le manoir, le comte Bluewood. Le comte et son majordome tressaillent de terreur en entendant la voix désincarnée les appeler. Simultanément, la marraine nouvellement transformée dit à Séraphina, stupéfaite, qu'ils sont arrivés pour une seule raison. Séraphina regarde avec incrédulité, l'esprit troublé par le spectacle impossible qui s'offre à elle. La petite fille à l'allure de chat flotte doucement jusqu'au sol, atterrissant doucement devant Séraphina. Elle s'incline alors profondément, révélant qu'elles sont soumises à un délai strict de 10 minutes. La voix du prince se fait l'écho de cet ultimatum, exigeant le retour d'un enfant bête kidnappé. L'attention se porte sur la petite fille, l'enfant bête que Séraphina vient de baptiser Élodie. Les yeux dorés et brillants, le prince répète froidement son délai de 10 minutes pour le retour en toute sécurité de l'enfant. Le comte Bluewood se moque de tout. Son visage se contorsionne de rage face à cette accusation. Il nie furieusement avoir enlevé un homme bête, sa voix se répercutant sur les 2 figures imposantes de son jardin. Le comte demande avec colère des preuves, les accusant de s'être introduits dans le jardin et d'avoir raconté n'importe quoi. Le duc Valkisen l'informe froidement qu'ils ont toute l'autorité nécessaire, tandis que le prince propose de fournir les preuves demandées. Un orbe magique révèle la forme éthérée d'un enfant bête mulot, la fille disparue de la famille Ratson. Le prince explique que la fille était auparavant introuvable en raison d'une puissante malédiction. Mais il y a quelques instants, l'orbe s'est miraculeusement activé, affichant une image du manoir de Bluewood. L'expression de suffisance du comte s'effondre lorsque le prince confirme que la jeune fille se trouve entre ces mêmes murs. Alors que le prince commence à proférer une nouvelle menace, le duc lève calmement la main pour l'arrêter. Le duc s'avance d'un pas décidé, avertissant que toute nouvelle dénégation sera réprimée par la force. Le duc tape sur sa canne, activant un cercle magique massif et lumineux sous ses pieds. Les yeux dorés et brillants, il demande froidement au comte de faire son choix. Le comte, qui l'observe de l'intérieur, panique en constatant la puissance destructrice du sort du duc. Il tente désespérément de raisonner en se disant qu'on ne trouverait jamais un homme bête aussi profondément dans la capitale. L'idée qu'un rat, une créature qu'il déteste, soit la cause de ce chaos l'exaspère. Il essaie de se convaincre qu'il n'y a pas de rat dans son manoir, mais une sueur froide trahit sa peur. Soudain, l'expression bête des champs résonne dans son esprit, déclenchant un souvenir. Il se souvient de Séraphina défendant une petite créature, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un mulot propre provenant des prairies. L'image de cette même souris dans les mains de sa fille lui revient en mémoire, et l'horrible vérité s'impose à lui. Le visage du comte se déforme sous l'effet du choc lorsqu'il fait enfin le rapprochement. Le comte leur demande désespérément d'attendre, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un terrible malentendu. Il soutient que son manoir est bien trop propre pour accueillir des rats, mais promet à contre-cœur de procéder à une fouille. À l'intérieur, le comte demande frénétiquement à son majordome, Alfred, de lui révéler où se trouve le petit rat. Il précise avec fureur qu'il s'agit de la créature que sa fille essayait de protéger. Les yeux du majordome s'écarquillent d'horreur lorsqu'il commence à comprendre la situation. Alfred confirme que Lady Séraphina a gardé la créature avec elle jusqu'à la fin. Soulagé, le comte saisit son majordome et lui ordonne de vérifier si l'enfant bête est toujours en vie.
Son soulagement se transforme en malice lorsqu'il ordonne à Alfred de tuer la créature à vue s'il la trouve. Pendant ce temps, la marraine explique à Serafina pourquoi le duc Valkisen est connu comme le roi des bêtes. Il est révélé que la famille Valkisen est la seule noblesse humaine à s'engager contre les hommes bêtes dans les terres frontalières. La marraine explique que pour qu'une famille comme les Valkisen intervienne, l'enfant bête doit être extraordinairement important. Un flashback montre le comte menaçant la jeune Serafina, l'avertissant que la révélation de ses secrets entraînerait leur perte à tous les deux. Il lui avait ordonné d'effacer toutes les traces de ses méfaits, la réduisant au silence par la peur. De retour dans le présent, Élodie, nouvellement transformée, regarde sa forme humaine avec perplexité. Serafina l'appelle par son nom, ce qui fait lever à l'enfant surprise de grands yeux curieux. Soulagée, Serafina se précipite vers la petite fille et l'enlace étroitement. Elle se retire pour vérifier frénétiquement si l'enfant n'a pas de blessure persistante, son visage n'étant plus qu'un masque d'inquiétude. Élodie confirme timidement qu'elle va bien, tandis que Serafina lui prend doucement le visage, encore sous l'effet du miracle. L'attention de Serafina est alors attirée par une paire d'oreilles poilues qui s'agitent au sommet de la tête de la fillette. Son regard suit le léger balancement d'une longue queue, saisissant enfin toute l'ampleur de la transformation. Serafina réalise avec enthousiasme qu'Élodie est un homme bête, laissant l'enfant complètement déconcerté par la nouvelle. La fillette, troublée, insiste sur le fait que c'est impossible, car elle n'a connu que la vie de rat. Serafina lui fait gentiment remarquer que ses livres disent que les animaux normaux ne peuvent pas se transformer en êtres humains. Elle explique que seuls les hommes bêtes peuvent passer d'une forme animale à une forme humaine, tout en conservant certains traits animaux. Serafina en conclut joyeusement qu'Élodie est en fait un homme bête souris des champs. Élodie regarde fixement ses nouvelles mains, craignant que cette incroyable transformation ne soit qu'un rêve. La petite fille avoue qu'elle est terrifiée à l'idée que ce miracle disparaisse soudainement. L'expression de Serafina s'adoucit, témoignant d'une profonde empathie pour la peur de l'enfant. Elle comprend l'inimaginable cruauté qu'Élodie a dû endurer avec un esprit humain piégé dans un corps de rat. Serafina la prend dans ses bras et lui promet qu'elles exploreront cette nouvelle vie ensemble une fois qu'elles seront en sécurité. Serafina rassure chaleureusement l'enfant en lui disant qu'elle l'aidera, car elles sont amies. Ce moment est violemment interrompu par l'irruption d'Alfred et d'un groupe de serviteurs armés dans la pièce. Serafina lève les yeux au ciel en état de choc, incapable de croire que c'est le majordome qui mène l'attaque. Alfred ajuste nerveusement sa cravate, confirmant qu'il les a trouvés comme le comte l'avait prédit. Un sombre souvenir surgit, montrant une Serafina plus jeune protégeant avec crainte l'enfant d'une menace passée. Alfred transmet furieusement les ordres du comte de tuer l'homme bête, menaçant ses hommes de mort s'ils échouent. Serafina repousse désespérément Élodie, lui criant de courir alors que les serviteurs chargent. Élodie s'enfuit, terrorisée, réalisant que puisqu'ils savent qu'elle est un homme bête, elle est leur seule cible. Sachant que sa petite taille est un avantage, Élodie se retransforme en mulot en pleine course. La souris s'engouffre dans une fissure du mur, laissant les serviteurs furieux maudire sa fuite. Les serviteurs commencent à casser le mur, forçant Élodie à accepter qu'il ne s'agit pas d'une capture, mais d'une chasse à mort. Serafina les observe avec horreur, les suppliant désespérément d'arrêter leur carnage. Cachée dans les murs, la terreur d'Élodie se transforme en un défi féroce, refusant d'être tuée si facilement. Elle s'accroche au souvenir de la promesse de Serafina, s'engageant à vivre et à trouver le bonheur avec son amie. Cette résolution puissante l'emplit d'une force nouvelle, déterminée à ce que sa vie ne s'arrête pas là. Alfred presse frénétiquement ses hommes de terminer le travail avant que leurs actes brutaux ne soient découverts. Une voix calme et imposante traverse soudain le chaos, exigeant de savoir ce qu'ils font. Un jeune homme apparaît, demandant froidement s'ils étaient en train de se battre avec le mur, tandis que Serafina le reconnaît. Elle identifie le nouveau venu comme n'étant autre que le jeune seigneur, Edmund Valkisen. Alfred se fige de terreur, réalisant qu'un noble de la seule famille qui protège les hommes bêtes vient d'entrer. Voyant sa chance, Serafina appelle désespérément le jeune seigneur à l'aide. Elle désigne les serviteurs, le suppliant d'intervenir tandis qu'Alfred transpire nerveusement. Serafina révèle qu'ils essayent de tuer son ami, tandis qu'Élodie écoute depuis sa cachette. Les larmes aux yeux, elle le supplie de sauver le petit homme bête. Edmund Valkisen la regarde fixement, ses yeux dorés évaluant la scène chaotique avec une froide intensité. Alfred panique, réalisant que se faire prendre par l'héritier Valkisen signifie leur perte à tous. Il décide de faire taire Serafina avant qu'elle ne dévoile tout au jeune seigneur. Le majordome saisit soudain Serafina, lui coupant violemment l'herbe sous le pied. Il la réprimande furieusement pour avoir osé parler à tort et à travers devant un noble. Alfred lui rappelle vicieusement son statut inférieur, déclarant qu'elle n'a pas le droit de s'adresser au jeune lord Valkisen. Alfred la bouscule violemment, son visage se tordant de rage tandis qu'il insulte sa personne. Un souvenir douloureux remonte à la surface. On l'a jetée par terre en lui disant qu'elle ne valait rien. Elle se souvient de l'ostracisme dont elle a été l'objet, se rappelant que même son propre père, le comte, ne l'a jamais reconnue.
Les mots cruels d'autres nobles résonnent dans son esprit, la qualifiant de simple servante. De retour dans le présent, ses mains tremblent tandis qu'elle lutte contre la résurgence de son traumatisme passé. Elle se souvient de la solitude écrasante de son enfance, isolée et entourée d'épines de cruauté. Malgré les mauvais traitements infligés par les femmes de la noblesse, une pensée de défi jaillit en elle. Même le mépris du comte n'a pas réussi à briser complètement son esprit, bien qu'elle ait été forcée de vivre comme une servante. Ses pensées se tournent vers un souvenir chaleureux d'Élodie, la seule petite amie qui apportait de la lumière dans sa vie solitaire. La vie de sa précieuse amie étant en jeu, la détermination de Séraphina se durcit, refusant de rester plus longtemps sans rien faire. Elle annonce avec défi qu'elle s'appelle Séraphina Bluewood, la plus jeune fille de la famille. Alfred, incrédule, l'accuse furieusement de folie pour avoir prétendu être une noble dame. Elle se défend contre son emprise, ce qui constitue un changement soudain et choquant par rapport à son comportement passif habituel. Le souvenir d'avoir été rejetée comme une sale fille, dont les paroles ne signifiaient rien, lui revient à l'esprit. Edmund Valkizen intervient soudain, saisit le poignet d'Alfred et met fin à la confrontation. Le majordome tente rapidement de reprendre le contrôle, s'excusant abondamment et tentant d'écarter Séraphina comme étant insignifiante. D'un regard glacial, le jeune seigneur réitère son ordre à Alfred de la relâcher immédiatement. Edmund exerce une pression sur le poignet d'Alfred, forçant le majordome à crier et à lâcher prise. Tandis qu'Alfred soigne sa main sous le choc, Edmund s'adresse froidement à la jeune fille, reconnaissant qu'elle s'appelle Séraphina Bluewood. Il ajoute ensuite qu'il n'a jamais entendu parler d'une lady de ce nom dans la famille Bluewood, la mettant ainsi sur la sellette. Séraphina vacille devant le sourire d'Alfred, persuadée que son affirmation est sans fondement puisque le comte ne l'a jamais reconnue. Elle serre le poing, déclarant que le fait qu'il croit en son statut n'a aucune importance. Sa seule requête est qu'il sauve son ami caché dans le mur, quoi qu'il lui arrive. Elle explique d'urgence que son ami est un homme-bête mulot récemment transformé et qu'il compte sur la réputation des Valkizen pour l'aider. Alfred tente de la faire taire, mais Edmund fait taire le majordome paniqué. Le jeune seigneur révèle un orbe bleu lumineux, affirmant qu'il prouve que ses paroles ne sont pas un mensonge. Depuis sa cachette, Élodie regarde avec émerveillement l'artefact mystérieux et brillant. Edmund se rend compte que l'orbe confirme une correspondance. La dame que sa famille recherchait se trouve ici même. Une vague de puissance invisible émise par le jeune seigneur fait voler Alfred, laissant Séraphina stupéfaite. Ses yeux s'écarquillèrent de soulagement, comprenant que la puissante famille Valkizen était à la recherche d'Élodie depuis le début. Edmund observe l'orbe magique, qui pointe maintenant directement vers la fissure dans le mur. Alfred, horrifié, réalise que l'orbe indique l'endroit exact où Élodie se cachait. Le jeune seigneur ramasse une masse abandonnée, la poigne serrée. Il se dirige à grands pas vers le mur, ordonnant au majordome terrifié de s'écarter de son chemin. Alfred tente frénétiquement d'intervenir, suppliant le jeune seigneur de reconsidérer son approche destructrice. Ignorant les supplications du majordome, Edmund lève le lourd outil, ses yeux dorés brillant de détermination. Il lance un puissant coup de poing, brisant le mur d'un seul coup. Alfred pousse un cri de stupeur lorsque le mur explose, le recouvrant de poussière et de débris. Une fois la poussière dissipée, Edmund se tient debout, impassible, devant l'ouverture nouvellement créée, sous le regard de Séraphina. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'il confirme que, comme il s'y attendait, sa cible est bien là. Figée sur place, la petite bête souris regarde avec stupeur le jeune seigneur s'adresser à elle. Edmund s'agenouille et tend doucement la main à la créature terrifiée pour lui montrer qu'il ne lui veut aucun mal. Avec un sourire confiant, il informe calmement la petite bête qu'il est venu spécialement pour la sauver. Élodie lève de grands yeux pleins d'espoir, croyant à peine que ce noble puissant est là pour elle. Son esprit s'emballe, tentant désespérément de comprendre l'identité de son mystérieux sauveur. En se retransformant, Élodie est immédiatement prise dans les bras par une Séraphine en larmes qui s'excuse de son impuissance. Élodie réconforte son amie en insistant sur le fait que Séraphina a été incroyablement courageuse en affrontant les serviteurs malgré le danger. Les larmes aux yeux, la petite fille déclare avec passion que Séraphina est la personne la plus courageuse qu'elle connaisse. Touchée par la loyauté farouche de son amie, Séraphina esquisse un doux sourire d'acceptation. Le jeune seigneur offre silencieusement un mouchoir à une Séraphina surprise, un geste tranquille de gentillesse. Le jeune seigneur lui offre calmement un mouchoir, lui disant d'essuyer ses larmes. Séraphina lève les yeux. Son visage rougit de surprise face à ce geste de gentillesse inattendu. Elle prend le mouchoir avec hésitation, ses doigts effleurant les siens tandis qu'elle le remercie silencieusement. Se tournant vers son amie, Séraphina tamponne doucement le visage d'Élodie, un geste tendre et désintéressé. Edmund observe l'échange, une lueur de confusion traversant son visage face à cette situation inhabituelle. La bête intérieure d'Élodie se réveille, persuadée que le jeune seigneur essaie de faire des avances à sa précieuse amie.
Le petit homme bête saute entre eux, agité et tentant de créer une barrière protectrice. Élodie avertit alors hardiment le puissant noble de garder ses distances, sa loyauté envers Séraphina étant absolue. Ignorant l'avertissement, Edmund les informe calmement que le duc les attend, à la grande surprise de Séraphina. Pendant qu'ils marchent, Élodie, furieuse, se plaint que le jeune seigneur se tient beaucoup trop près de son ami. Le duc de Valkisen s'assoit avec le comte, sirotant calmement du thé, tandis que le comte panique intérieurement à propos de cette visite inopinée. La comtesse tente de flatter leur puissante invité, à la grande frustration de son mari, silencieux et bouillonnant. D'un air désinvolte qui fait froid dans le dos, le duc s'interroge sur le retard pris dans l'élimination d'un petit rat. Le comte commence à transpirer, craignant que ses serviteurs n'aient échoué et n'aient laissé la cible s'échapper. Un serviteur annonce une arrivée et le comte, impatient d'obtenir un rapport, ordonne qu'on les fasse entrer immédiatement. Un sourire sinistre se dessine sur le visage du comte, certain qu'il est sur le point d'apprendre la mort du rat. Les portes s'ouvrent sur une lumière vive et le jeune seigneur s'adresse officiellement à son grand-père. Edmund entre avec Séraphina et Élodie, annonçant qu'il a amené la dame qu'il cherchait, stupéfiant le comte. Le visage du comte se contorsionne d'horreur lorsqu'il réalise que le rat était un homme bête et qu'elle est avec le jeune seigneur lui-même. Alors qu'Élodie se blottit dans ses bras, Séraphina espère désespérément que les puissants nobles ne sont pas au courant du complot meurtrier de Bluewood. Le comte, convaincu qu'il peut encore tromper le duc et sauver la situation, cherche désespérément à mettre au point des stratagèmes. Il s'approche de Séraphina, tentant de la faire passer pour celle qui a héroïquement sauvé le jeune homme bête. Le comte tente de s'emparer d'Élodie en lui promettant une récompense, mais la petite fille s'accroche farouchement à son amie. Élodie voit clair dans le complot visant à les séparer et à la menacer pour qu'elle se taise. Elle refuse catégoriquement de suivre le plan manipulateur du comte. Lorsque le comte s'approche d'elle, Élodie enfonce ses dents dans sa main dans un geste désespéré de défi. Le noble crie à l'agonie, complètement choqué par la férocité de la petite enfant. Dans sa rage alimentée par la douleur, le comte avoue accidentellement ses intentions meurtrières avant de se plaquer la main sur la bouche. Le regard froid du jeune seigneur s'arrête sur le comte, qui a entendu cet aveu accablant. Alors que sa femme le confronte, le comte, terrifié, nie frénétiquement avoir jamais donné un tel ordre. Le comte tente désespérément de rejeter la faute sur ses serviteurs, mais le regard furieux d'Élodie révèle la vérité. Nullement impressionné par ces dénégations pathétiques, le duc retire calmement un petit objet de son oreille. Il admet qu'il soupçonnait le comte Bluewood depuis le début, mais son petit-fils a insisté pour lui accorder le bénéfice du doute. En brandissant l'objet, le duc déclare que le temps des faux-semblants est officiellement terminé. Le jeune seigneur appelle, et le sang du comte se glace lorsqu'il reconnaît la voix de son majordome, Alfred. Un enregistrement diffuse l'ordre paniqué d'Alfred de se débarrasser de la bête à rat. La voix du majordome continue, maudissant l'enfant de s'être caché dans une fissure du mur. On entend les cris désespérés d'Alfred, qui veut en finir rapidement, ainsi que les protestations de Séraphina. Le duc révèle que l'objet est une boucle d'oreille magique, capable de transmettre des conversations entières lorsqu'elle est jumelée avec son équivalent. Un Edmund suffisant révèle la boucle d'oreille correspondante, confirmant qu'il a entendu chaque mot incriminant. Le comte recule sous le choc, réalisant que son plan était transparent pour le duc depuis le début. Le duc convoque alors calmement Élodie, mais l'enfant terrifié s'accroche à Séraphina pour sa sécurité. Malgré les paroles rassurantes de Séraphina, Élodie proteste alors que le puissant duc la prend doucement dans ses bras. Prenant l'enfant dans ses bras, le duc annonce dans un appareil de communication que la jeune femme a été mise en sécurité, laissant Élodie perplexe. Une voix à l'autre bout du fil demande au duc des instructions sur la façon de procéder avec les coupables. Tandis que le duc retient Élodie, le comte et la comtesse sont effectivement acculés, leur sort étant désormais scellé. Les yeux d'Élodie s'écarquillent d'inquiétude lorsqu'elle entend le duc accepter calmement un châtiment d'une sévérité choquante. Le comte et la comtesse tremblent de peur tandis que les gardes s'apprêtent à les appréhender, leur chute étant rapide et absolue. Le duc lance un avertissement glaçant, informant le comte que toute tentative d'évasion serait totalement futile. Il révèle que les yeux et les oreilles du règne animal le retrouveront toujours, tandis qu'un esprit de hamster géant se matérialise pour prouver ses dires. La dernière et inquiétante promesse du duc est suspendue dans l'air, scellant le destin du comte. Alors que le jeune seigneur s'éloigne, le comte s'effondre de désespoir, sa femme ne pouvant le consoler de la ruine de leur famille. L'affaire étant réglée, le duc déclare que leurs affaires sont terminées et s'apprête à partir avec Élodie et une Séraphine inquiète. Le puissant noble propose alors à Élodie, qu'il appelle Lady Hudson, de retrouver sa famille. Le jeune seigneur confirme avec un doux sourire que l'orpheline a bien des parents. Il lui révèle en outre qu'il recherche désespérément leur fille perdue depuis très longtemps. Élodie découvre la vérité choquante. Elle est une noble dame perdue dont le sauvetage était la véritable mission des Valkisen. Bouleversée par ces révélations soudaines, la petite fille s'accroche au revers de la veste du duc, son univers bouleversé.
Une nouvelle détermination émerge alors qu'elle décide de rencontrer la famille qu'elle ne soupçonnait pas. Une étincelle d'excitation illumine ses yeux lorsqu'elle prend conscience de son importance et comprend qu'elle doit être issue d'une lignée puissante. Élodie imagine avec enthousiasme qu'elle habillera Sérafina avec de nouveaux vêtements magnifiques une fois arrivée à la maison. Son rêve se poursuit lorsqu'elle partage de délicieux gâteaux et jouent ensemble sur un grand lit moelleux. Le rêve culmine avec la vision d'un câlin joyeux et sincère. Se tournant vers son amie, Élodie demande avec empressement à Sérafina de l'accompagner, prenant la domestique au dépourvu. Sérafina est déconcertée et admet qu'elle n'a jamais envisagé de quitter sa vie au domaine. Elle se demande si elle pourrait vraiment trouver le bonheur en laissant tout derrière elle pour être avec Élodie. En un éclair, Élodie reprend sa forme de petit rat sur l'épaule du duc. En tant que petit rongeur, elle répète son appel, insistant sur le fait que Sérafina doit venir avec eux. Sérafina s'écrie, faisant une déclaration puissante contre son ancienne vie de misère. Elle proclame sa décision, choisissant de poursuivre le bonheur aux côtés d'Élodie. D'un bond joyeux, le petit rat Élodie atterrit dans les mains de Sérafina, scellant ainsi leur pacte. Sérafina rayonne de bonheur, berçant sa petite amie et confirmant sa décision de commencer une nouvelle vie. Rêvant d'un avenir radieux, elles arrivent enfin au palais supposé de la famille Ratson. L'excitation d'Élodie se transforme en horreur lorsqu'elle réalise que le palais est bien trop petit pour un humain. Sérafina, elle, trouve le château comiquement minuscule et la réaction de son amie tout à fait charmant. La petite bête panique intérieurement, persuadée que ses grandes promesses de vie commune sont désormais impossibles. Se prenant la tête avec consternation, Élodie pense avoir échoué avant même que leur nouvelle vie n'ait commencé. Le duc s'adresse calmement à un garde, demandant une audience avec sa sainteté, laissant Sérafina perplexe. Une idée soudaine frappe Sérafina, qui se demande à voix haute si les parents d'Élodie ne sont pas les grands prêtres d'Animanolia. La suggestion choquante arrache Élodie à son désespoir, son esprit étant ébranlé par cette nouvelle révélation. Le monde se révèle divisé en deux grands continents, le premier étant Terranolia, où vivent uniquement les humains. Un éclair de lumière aveuglant marque la séparation nette entre le monde des humains et celui des hommes-bêtes. Le second est Animanolia, le royaume des bêtes, dont la frontière est gardée par le territoire des Valkizen. Les voyages entre ces deux mondes sont strictement contrôlés et doivent faire l'objet d'un examen approfondi dans le domaine de Valkizen. Le profil sévère du duc souligne la dure réalité. Les deux continents sont complètement séparés. Animanolia est ainsi isolée, transformée en une mystérieuse terre de bêtes, entièrement coupée de l'humanité. Debout devant le grand temple, le petit rat se rend compte que ses parents sont les grands prêtres de cette terre sacrée. Un lointain souvenir remonte à la surface pour Sérafina, qui se souvient d'une rumeur selon laquelle la fille du grand prêtre aurait disparu il y a des années. La tradition d'Animanolia veut que les pouvoirs soient transmis par la lignée, le rôle de grand prêtre étant réservé à la famille qui possède la magie curative la plus puissante. Élodie découvre la vérité en faisant le lien entre sa propre guérison miraculeuse et les puissantes capacités qu'elle a dû hériter de ses parents. Un garde informe le duc que sa sainteté l'attend, ce qu'Élodie observe sous sa forme de petit rat. Le puissant noble s'agenouille et fait gentiment signe à la petite rongeuse de le suivre à la grande réunion. Élodie est ramassée avec précaution, sa forme minuscule épousant parfaitement la paume d'une main protectrice. Son cœur bat la chamade entre peur et excitation alors qu'elle s'apprête à rencontrer ses parents. Devant elle se tiennent deux rongeurs vêtus de robes et en larmes, les grands prêtres, son père et sa mère, qu'elle a perdus depuis longtemps. Déposée délicatement sur le sol, Élodie est soudain submergée par la réalité déroutante des retrouvailles. Elle se fige, paralysée par le poids de l'attente et ne sachant même pas comment commencer à leur parler. Elle se souvient d'une vie de survie désespérée, où le concept de famille était un luxe inabordable. Ayant passé toute sa vie seule et à se battre pour des miettes, elle se rend compte qu'elle n'a aucune idée de comment être une fille. Mais avant que son anxiété ne prenne le dessus, sa mère se précipite vers elle, l'entraînant dans une étreinte émotionnelle tant attendue. Sa mère la serre contre elle, cherchant en larmes la confirmation qu'elle est bien leur enfant perdu de vue depuis longtemps. Submergés par l'émotion, les deux parents serrent leur fille dans leurs bras, désespérés. Le duc et Sérafina observent avec un soulagement tranquille les grands prêtres déverser des années de chagrin et de joie. Élodie finit par craquer, ressentant pour la première fois le poids profond et lourd de l'amour d'une famille. Sa petite patte s'accroche à sa mère, comprenant l'incommensurable affection qu'ils lui ont portée pendant tout ce temps. Dans leurs bras, la petite bête accepte enfin la belle et écrasante vérité. Elle a une famille. Coincée entre eux, elle comprend que ces deux rongeurs aimants sont ses parents. En voyant leur visage baigné de larmes, elle réalise que même lorsqu'elle se sentait perdue, elle n'était jamais vraiment seule. En contemplant le grand temple, une seule pensée se cristallise dans son esprit. Elle est enfin chez elle. Ses propres larmes disparues, Élodie réconforte ses parents en pleurs, leur essuyant doucement le visage et leur assurant qu'elle va bien. Élodie commence à expliquer son histoire, rappelant que Sérafina a toujours été celle qui l'a sauvée.
Le souvenir de la douceur de Séraphina et de son soutien indéfectible pendant ces épreuves est encore vif. Avec des larmes de reconnaissance, elle explique qu'elle n'est là aujourd'hui que grâce à la gentillesse de son ami. Son père porte son attention sur l'humain, et Élodie confirme avec fierté qu'il s'agit bien de son ami le plus cher. Le grand prêtre, rempli de gratitude, ordonne à sa garde de préparer un magnifique banquet en l'honneur du sauveur de leur fille. En réponse à son ordre, un magnifique festin est préparé, parfaitement adapté aux résidents rongeurs. Séraphina s'agenouille devant la table minuscule, complètement enchantée par cet adorable festin miniature. Aux anges, elle les remercie abondamment, subjuguée par la charmante et adorable vaisselle miniature. Élodie est déconcertée, réalisant avec surprise que Séraphine aime sincèrement le monde minuscule dont elle avait si honte. Alors que sa mère lui offre un plat nourrissant, Élodie, troublée, insiste pour se nourrir elle-même, n'ayant pas encore l'habitude d'être choyée. Maîtrisant ses émotions, la grande prêtresse remet de l'ordre à table, à la grande admiration de son mari. Son père, quant à lui, passe à la vitesse supérieure en suggérant de la nourrir doucement pour ne pas l'effrayer. L'ambiance change lorsque sa mère révèle que le duc lui a confié une information cruciale sur Élodie. Sa mère évoque l'incroyable nouvelle qu'elle a entendue. Élodie peut se transformer en humain. Élodie lève les yeux de son assiette, perplexe, tandis que sa mère insiste pour obtenir des détails sur la façon dont la malédiction a été levée. Séraphina se souvient de l'histoire d'Élodie, réalisant que la malédiction devait être redoutable pour avoir caché son identité aussi complètement. Élodie cherche dans sa mémoire et se rend compte que la seule personne présente lorsque la magie s'est rompue était Séraphina. Elle avoue sa propre incertitude quant à cet événement. Un mystère que son père trouve tout à fait fascinant. Le duc intervient, l'air grave, et concentre son attention sur Élodie et la nature de sa malédiction. Il révèle la condition du conte de fées pour rompre le sort. Un baiser d'amour véritable, comme celui que Séraphina lui a donné. Une pensée unique et choquante traverse l'esprit d'Élodie. Elle a des sueurs froides en faisant le lien entre la révélation du duc et les actions de Séraphina. D'un coup de baguette magique, Élodie se transforme en peau de bête, surprenant tout le monde à la table. Elle fait face à une Séraphine surprise, lui demandant désespérément si elle l'aime vraiment. En guise de réponse, Séraphina se contente de lui adresser un doux sourire complice. Avec une expression radieuse, elle confirme joyeusement qu'elle a eu le coup de foudre. Elle ajoute que n'importe qui serait charmé par Élodie, laissant la petite bête complètement abasourdie. Élodie est visiblement émue. Son cœur bat la chamade devant la pure sincérité de l'aveu. Dans son esprit, Séraphina devient une figure angélique, son ultime salut et son bonheur. Submergée par ses émotions intenses, Élodie se retourne et s'enfuit de la pièce. Au lieu de s'enfuir, Élodie se précipite vers Séraphina, déclarant audacieusement qu'elle souhaite vivre dans le monde des humains. Ses parents sont complètement abasourdis, incapables de comprendre la demande soudaine et choquante de leur fille. Élodie leur explique, en pleurant, que si sa famille est précieuse, son véritable souhait n'a jamais été que son propre bonheur. Elle tient les épaules de Séraphina, se promettant de tenir ses promesses et de ne plus jamais laisser son amie s'attrister. Elle se concentre sur la seule chose qu'elle a souhaitée par-dessus tout. Avec une détermination inébranlable, Élodie proclame qu'elle rendra Séraphina heureuse pour la vie, laissant son amie stupéfaite. Elle précise que son désir ultime est intrinsèquement lié au bonheur de Séraphina. Touchée par l'amour désintéressé de sa fille, sa mère la regarde avec une douce compréhension. Le duc fait alors une proposition surprenante, suggérant qu'Élodie reste avec la famille Valkisen pendant un certain temps. Son père proteste, choqué que sa femme semble envisager une décision aussi hâtive. Son père transpire nerveusement, ne sachant plus où donner de la tête face à la proposition du duc. Le duc s'agenouille à leur hauteur, déclare calmement qu'il s'y attendait et demande si la laisser partir sera un problème. Il explique que la famille Valkisen accueille tout le monde, mais son regard sérieux laisse entendre qu'il y a plus que cela dans l'histoire. Sa mère, acceptant la situation, demande à son mari d'être fort et supplie le duc de garder Élodie en sécurité. Élodie se rend compte qu'en dépit de leurs expressions déchirées, ses parents n'essaient pas de l'empêcher de partir. Son esprit vif sent que quelque chose ne va pas, une nuance qui aurait échappé à un enfant normal. Elle se souvient que sa malédiction a été brisée par Séraphina, mais personne d'autre dans le temple ne semble partager sa chance. Elle découvre alors une vérité surprenante. Même ses propres parents sont encore prisonniers de leur forme animale. Elle se demande pourquoi des personnages aussi puissants vivent dans la clandestinité et abandonnent si facilement leur unique enfant. Avec une nouvelle compréhension, Élodie accepte calmement, tout en réalisant que la situation est bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Élodie se rend compte que ses parents l'envoient au loin, non pas par rejet, mais pour la protéger d'un danger imminent. Elle prévoit que la preuve de cette menace apparaîtra dans un avenir très proche. Le véritable ennemi se révèle être la famille Basilic, un clan de serpents venimeux, et non son propre peuple. Résolue, elle se demande si les événements qui se déroulent ne sont pas simplement une série de coïncidences. Son esprit s'emballe,
essayant de faire le lien entre sa connaissance de l'avenir et cette nouvelle révélation. La conversation bascule lorsque sa mère, sous sa forme minuscule, pose timidement des questions sur Sérafina. Son père sert d'interprète et demande à Sérafina la permission de s'adresser à elle de manière informelle, ce qu'elle accorde. La grande prêtresse exprime sa sincère gratitude à Sérafina pour avoir protégé leur enfant. Son père transmet le sentiment profond de sa femme, reconnaissant une dette éternelle envers Sérafina. Sérafina, troublée, nie immédiatement, insistant sur le fait que c'est Élodie qui l'a sauvée. Sérafina s'excuse alors d'avoir utilisé le nom d'Élodie, admettant que c'est celui qu'elle lui a donné. La grande prêtresse rougit joyeusement, assurant Sérafina que c'est tout à fait normal. Elle déclare qu'en lui donnant un nouveau nom, Sérafina a essentiellement donné une nouvelle vie à sa fille. Élodie est profondément émue par l'acceptation sincère de sa mère et ses yeux brillent d'émotion. Sa mère poursuit en réfléchissant au chemin long et difficile que sa fille a parcouru. Le cœur d'Élodie se gonfle, car elle réalise que ses parents lui sont tout aussi précieux que Sérafina. Désireuse de renouer avec son passé, elle demande quel était son nom d'origine. Une vision de ses parents humains lui révèle son nom de naissance, Gracia Radson. Élodie garde ce nom près de son cœur, le trouvant incroyablement beau. Acceptant à la fois Élodie et Gracia comme des cadeaux précieux, elle observe sa mère qui s'apprête à lui donner quelque chose. Une équipe de minuscules hamsters offre à Élodie une boîte ornée, un cadeau mystérieux qu'elle doit garder précieusement. La boîte révèle un marteau sacré rayonnant, un héritage qui ne peut être manié que par un véritable successeur de la lignée Radson. Élodie se méprend comiquement sur son utilité, se demandant si le pouvoir sacré de la famille ne sert qu'à frapper des objets et doutant de sa force. Réalisant que ses parents ont lu dans ses pensées, elle accepte nerveusement le puissant artefact, se demandant si elle est prête pour cela. Sa mère lui explique l'héritage précoce avec une expression sombre, faisant allusion à l'avenir incertain et dangereux qui l'attend. Élodie se sent frustrée par ces vagues excuses, souhaitant que sa mère admette simplement que la malédiction l'empêche de s'acquitter de ses devoirs. On lui explique qu'en cas de danger, un simple coup de marteau la transportera en lieu sûr. Lorsque son père l'appelle, elle se demande immédiatement si le marteau a d'autres capacités que celle de servir d'outil de fuite. Il lui donne un ordre sévère et absolu, lui interdisant d'utiliser le marteau pour autre chose que fuir le danger. Cet avertissement ne fait que piquer sa curiosité, lui faisant comprendre que le marteau doit avoir d'autres pouvoirs, plus interdits. Son père lui explique que le marteau est un dernier recours, à un moment où même la famille Valkizen ne pourra pas la protéger. Ses parents se lèvent ensemble et lui demandent de faire une promesse solennelle à son père. Ils lui font jurer qu'en cas de danger, elle choisira la fuite plutôt qu'une action irréfléchie. Elle accepte en souriant, soulagée intérieurement de ne pas avoir insisté pour obtenir plus de détails sur la malédiction. Elle sait que si elle avait révélé sa curiosité sur les origines de la malédiction, tout son clan surprotecteur l'aurait empêché de partir à tout prix. Elle en conclut que partir maintenant est le seul moyen de poursuivre librement son enquête. En refermant la boîte, elle concrétise sa mission secrète, découvrir la vérité sur la malédiction. Le temps des adieux arrive et elle se prépare à partir avec le duc et Sérafina. Sa mère adresse un dernier appel émouvant à Sérafina, lui confiant le soin de sa précieuse fille, Gracia. Sérafina appelle Élodie, qui se retourne avec une expression déterminée, prête pour sa nouvelle vie. Alors que leur carrosse traverse une ville animée, Élodie est immédiatement frappée d'admiration. Elle appuie son visage contre la fenêtre, émerveillée par son premier aperçu de l'incroyable territoire des Valkissen. Élodie s'émerveille de voir que les rues bondées restent si propres et paisibles, contrairement à tout ce qu'elle a pu voir auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'elle aperçoit un homme-bête vivant ouvertement, un spectacle qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle est encore plus stupéfaite de voir des bêtes différentes interagir avec des humains. Élodie panique, craignant pour leur sécurité, mais le duc dissipe calmement ses inquiétudes. Il se tient fièrement debout, l'informant que ce niveau d'harmonie n'est que le début de ce que Valkizen a à offrir. Ifrit renchérit en expliquant à Élodie, les yeux écarquillés, que le château ducal éclipse tout le marché où il se trouve. Le magnifique château se révèle être sa nouvelle maison, un endroit où elle est promise à la sécurité et au confort. Élodie contemple tranquillement sa nouvelle demeure, attirant le regard curieux du duc. Il s'interroge sur son silence pensif, mais elle explique rapidement qu'il s'agit simplement d'une excitation débordante. Sa joie enfantine séduit Sérafina et Ifrit, tandis que le duc prépare son arrivée. Le carrosse s'arrête enfin devant l'époustouflant château de Valkizen. Une foule de serviteurs à peau de bête murmure en la reconnaissant, l'identifiant comme la dame Radson disparue. Élodie se sent immédiatement gênée, déconcertée par l'attention soudaine de tout le monde. Les regards intenses et adorateurs des serviteurs sont bien plus intimidants que ceux à quoi elle s'attendait. Sérafina remarque la détresse d'Élodie, mais elle l'explique par le fait qu'elle n'a pas l'habitude de voir autant de monde. Un flashback révèle que sa terreur vient du fait qu'elle a été poursuivie par une foule hostile dans sa vie passée. Elle sait qu'elle n'est plus une souris sans défense, mais les souvenirs traumatisants sont difficiles à surmonter. Élodie tremble mais se force à sourire,
déterminé à ne pas inquiéter Serafina avec son traumatisme passé. Le duc convoque un homme loup nommé Sir Howl, qui s'avance avec empressement dans la foule. Howl est immédiatement déstabilisé lorsqu'on lui fait remarquer qu'il fixe trop intensément la jeune femme. Il jette un regard confus en arrière, se demandant pourquoi il est le seul à être réprimandé alors que tout le personnel regardait. Le duc fait remarquer froidement que le regard féroce de Howl est le plus intimidant de tous. Howl est déconcerté lorsque le duc ordonne à ses chevaliers de se disperser, arguant que les loups sont naturellement des animaux de meute. Un léopard charismatique se porte volontaire pour devenir le garde personnel d'Élodie, à la grande irritation de Howl. Le léopard cherche à se faire valoir, persuadé que ses beaux traits sont bien supérieurs à ceux de Howl. D'un regard glacial, le duc met immédiatement fin à la vanité insensée du léopard. Il donne ensuite un dernier ordre, interdisant aux 2 bêtes prédatrices de s'approcher d'Élodie, ce qui les laisse complètement choqués. Il étend l'interdiction à toutes les bêtes félines et canines, déclarant que leur présence pourrait être trop menaçante pour elles. Alors que le personnel est contraint de battre en retraite, Élodie se demande si les mesures extrêmes du duc sont vraiment prises pour son bien. Le duc s'adoucit alors, lui tapote doucement la tête et l'invite à entrer dans le château. Élodie accepte, rougissante, et s'émerveille de l'atmosphère étonnamment libre et ouverte du domaine des Valkizen. Elle réfléchit à l'harmonie unique du territoire, où humains et bêtes coexistent dans un système apparemment strict mais juste. Une lueur de mémoire traverse son visage lorsqu'elle se souvient d'une période de paix similaire dans sa vie passée. Cette ère de tranquillité a été rendue possible par le traité de Valkizen, qui a permis aux humains et aux bêtes de vivre ensemble sans conflit. Et au cœur même de cet âge d'or de la paix se tenait le formidable duc de Valkizen en personne. Mais l'expression d'Élodie s'assombrit lorsqu'elle apprend que cette paix idyllique est destinée à voler en éclats. Elle se souvient d'un avenir sombre où, dans 5 ans à peine, le duc, symbole même de cette paix, n'existera plus. Elle se souvient de la sinistre finalité de son destin. Le duc est destiné à mourir. Sa mort mystérieuse, due à une supposée crise cardiaque, devient le catalyseur d'une vague de violence contre la peau des bêtes. L'escalade du conflit fait voler en éclats le traité de paix, plongeant le monde dans la 3e Grande Guerre. Elle se souvient que même le valeureux chevalier Edmund, qui s'est battu pour protéger la terre, a disparu sans laisser de traces. Au lendemain de la guerre, un cessez-le-feu suspect a été déclaré, et la famille Valkizen a été piégée et anéantie. Élodie sait que même si leur nom a été blanchi, la paix entre les races a été perdue à jamais. La voix du duc l'attire de ses sombres souvenirs, mais elle ne peut que constater que ses efforts futurs sont voués à l'échec. Serrant le poing, elle se demande si sa connaissance de cet avenir tragique lui donne le pouvoir de le changer. Sa détermination se renforce. Elle doit rendre l'appareil aux 2 personnes qui l'ont sauvée. Remplie d'un nouveau sens du devoir, Élodie lève les yeux vers le duc, prête à commencer sa mission. Elle déclare hardiment qu'elle souhaite que le duc vive longtemps et en bonne santé, le prenant au dépourvu. Lorsqu'il met en doute sa sincérité, elle confirme avec empressement son désir de l'aider. Élodie propose fièrement de vérifier son état de santé, citant l'héritage de sa famille Ratson, mais le duc reste sceptique quant à sa jeunesse. Elle énumère avec assurance le large éventail de maux que sa famille peut guérir, des blessures physiques au traumatisme profond. Son plan repose sur la maîtrise du légendaire marteau de la famille Ratson afin de libérer tout son potentiel de guérison. Le duc rejette catégoriquement son offre, laissant Élodie complètement abasourdie par son refus. Il insiste sur le fait qu'il connaît son propre corps, mais elle est saisie par la connaissance secrète de sa mort imminente. Il la fait taire en lui rappelant que l'artefact divin n'est destiné qu'aux cas d'urgence, ce qui la fait se dégonfler. Le duc la réprimande alors pour avoir traité le marteau sacré comme un jouet, l'avertissant des conséquences. Ifrit interprète mal ses intentions et dit à son grand-père qu'elle ne fait que jouer au docteur, ce qui ne fait qu'exaspérer Élodie. Le duc rejette son inquiétude, affirmant que son médecin lui a promis 50 ans de plus, ce qui laisse Élodie stupéfaite. Cette nouvelle information bouleverse sa théorie. Elle avait supposé que sa crise cardiaque était due à une maladie préexistante. Une sombre possibilité s'offre à elle. S'il était en parfaite santé, sa mort a dû être orchestrée par quelqu'un. Sa nouvelle mission devient claire. Elle doit surveiller attentivement tout ce que le duc consomme afin de prévenir un éventuel acte criminel. Maintenant qu'elle se trouve dans la propriété des Valkizen, elle sent le poids de sa responsabilité, sachant qu'elle ne peut pas le laisser mourir sous sa surveillance. Avec une détermination sans faille, elle se promet d'empêcher l'avenir tragique qu'elle sait se profiler à l'horizon. Sa détermination est momentanément oubliée lorsqu'on la conduit dans sa nouvelle chambre, où elle est stupéfaite. Elle est complètement submergée par l'opulence de cette pièce massive, réalisant que ce vaste espace est tout à fait pour elle. Le luxe est intimidant. Elle se dit que son seul réconfort a été l'étreinte de Serafina, qui l'a fait se sentir petite et seule dans cette grande pièce. Se débarrassant de son malaise, elle se fixe un nouvel objectif: devenir assez forte pour protéger Serafina et vaincre ses propres peurs. Avec une détermination renouvelée,
Élodie est surprise par le bruit de quelqu'un qui entre dans sa chambre. Une bête écureuil se présente comme la servante en chef chargée de s'occuper du baby lord. La servante est momentanément déconcertée par la disparition soudaine d'Élodie. Elle trouve une Élodie poussiéreuse sous le lit, surprise par la rapidité avec laquelle elle s'est cachée. La servante insiste pour qu'elle change de vêtements, mais Élodie n'est pas gênée par la poussière. Élodie se rend compte que sa robe est trop serrée, se rappelant qu'elle date d'il y a 2 ans, avant sa malédiction. L'écureuil lui propose une sélection de nouvelles tenues, mais Élodie n'est pas impressionnée par son passé de rat. Une servante lapine montre avec enthousiasme une robe étincelante et demande à Élodie quelles sont ses préférences. Élodie rétorque que le style n'a pas d'importance, car les vêtements ne sont pas une source de nourriture. Son indifférence s'effondre lorsqu'elle voit un chariot entier de vêtements et demande s'ils sont tous pour elle. La servante remarque qu'une robe est trop grande, mais Élodie ne s'intéresse qu'à sa couleur bleu ciel. Ses yeux brillent lorsqu'elle déclare avec enthousiasme que le bleu ciel est la couleur préférée de Séraphina. Élodie continue de choisir des articles pour son amie, ignorant complètement la suggestion de la femme de chambre de choisir pour elle-même. Elle trouve même un collier assorti, complètement absorbée par la recherche du cadeau parfait pour Séraphina. La femme de chambre se joint à elle, aidant Élodie à coordonner une tenue complète et des chaussures assorties. Après mûre réflexion, Élodie fait son choix final, ayant assemblé le cadeau parfait. Elle tient fièrement le paquet cadeau, impatiente d'offrir à Séraphina la nouvelle tenue qu'elle a personnellement choisie. Élodie se précipite dans la chambre de Séraphina, impatiente de voir la réaction de son amie. Séraphina est stupéfaite, se demandant comment Élodie a pu trouver une tenue qui lui va si bien. Élodie rayonne de fierté, sachant qu'elle pourrait énumérer des centaines de choses que Séraphina aime. Séraphina est resplendissante dans sa nouvelle robe et demande avec impatience à Élodie si elle lui va bien. Élodie est complètement stupéfaite, convaincue que son amie est un véritable ange déguisé. Séraphina révèle alors qu'elle était également en train de choisir des vêtements pour Élodie, à la grande surprise du petit rat. Élodie aperçoit un lit rempli de tenues, toutes parfaitement adaptées à la taille d'un petit enfant. Élodie comprend alors que Séraphina faisait aussi du shopping pour elle, ce que son amie confirme avec joie. Séraphina présente fièrement un ensemble à carreaux qu'elle a choisi, en précisant que d'autres l'ont également aidée. Elle avoue que c'est la première chose qu'elle a voulu faire dès qu'Élodie est redevenue humaine. Très touchée, Élodie comprend qu'elle partage le même désir sincère de se gâter l'une l'autre. Elle est frappée par l'altruisme de son amie, réalisant que Séraphina a fait passer son confort avant le sien. Avec l'aide de Séraphina et de la femme de chambre, Élodie essaie la nouvelle robe, regardant son reflet avec des yeux émerveillés. Élodie rayonne de bonheur dans sa nouvelle robe et se promet de la chérir à jamais. Elle presse ensuite Séraphina de mettre la tenue qu'elle a choisie pour son amie. Pendant que Séraphina se change, la servante en chef propose une visite du château, ce qu'Élodie accepte avec enthousiasme. La servante prend doucement la main d'Élodie, prête à commencer leur aventure touristique. Alors qu'elle traverse un immense hall, la servante explique que cette aile est la résidence personnelle du duc. La servante fait remarquer qu'elles ne visiteront pas souvent cet endroit, mais Élodie se fige soudain, son attention étant attirée par quelque chose devant elle. Elle aperçoit le duc marchant avec un homme grand et imposant qui lui présente un rapport. Élodie est frappée par la taille de l'étranger et pense qu'il est encore plus imposant que le duc. La servante s'empresse de faire une révérence et Élodie, nerveuse, lui emboîte le pas, saluant le duc qui s'interroge sur leur présence. Après que la servante ait expliqué qu'ils font une visite guidée, le duc regarde Élodie, pensant que son arrivée est parfaitement opportune. Le duc annonce qu'il est temps de faire quelque chose, laissant une Élodie confuse se pointer du doigt. Il lui donne un petit coup sur le front, ce qui la fait tressaillir. Soudain, le duc la prend dans ses bras, lui rappelant qu'elle voulait jouer au docteur. Il lui explique malicieusement qu'il est plus rapide de la porter que d'attendre que ses petites jambes marchent jusqu'à son bureau. Perchée sur son bras, Élodie gonfle ses joues, furieuse de sa remarque sur sa taille. Elle se jure intérieurement de se venger de l'insulte, son visage étant un masque de fureur adorable. Maintenant qu'elle se trouve dans son grand bureau, elle s'assoit en silence sur un canapé surdimensionné, prenant conscience de son nouvel environnement. Elle le regarde trier une montagne de paperasse, complètement absorbée par son travail. Ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Elle se demande si un bureau est vraiment un endroit approprié pour un enfant. Le duc lui explique que sa formation commence par l'observation, lui demandant de simplement le regarder travailler. Élodie se rend compte que l'idée que se fait le duc de jouer est de le regarder travailler, en notant qu'il se concentre entièrement sur ses tâches. Une idée soudaine lui vient à l'esprit. Son problème cardiaque pourrait être dû au surmenage, ce qui la laisse impuissante à l'aider. À ce moment-là, une servante arrive pour préparer le thé du duc, et Élodie observe la scène avec un sentiment de résignation. Mais alors que le thé est préparé, un arôme familier la fait se retourner avec un regard soudainement inquiet. Elle identifie le parfum comme étant celui des feuilles de thé Sindora, un mélange connu pour ses propriétés stimulantes.
La servante ajoute une poudre à l'infusion et Élodie décide qu'elle doit empêcher le duc de la boire. Ses yeux se fixent sur la cuillère, reconnaissant la fine poudre qui est mélangée dans la tasse. Avec une horreur croissante, elle identifie la substance comme étant une herbe en poudre spécifique du royaume de Velma. Lorsque le duc porte la tasse à ses lèvres, elle comprend que la combinaison crée une neurotoxine mortelle. Sans hésiter, elle passe à l'action, déterminée à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Avec un cri désespéré, Élodie se jette en avant, arrachant la tasse de thé empoisonnée des mains du duc. La tasse se brise sur le sol, tandis que le duc et son assistant regardent fixement la petite enfant qui vient de lui sauver la vie. Élodie grimace sous l'impact, ayant réussi à arrêter le duc, mais ayant fait une chute dans le processus. Le duc la ramasse, remarquant avec ironie qu'elle ne peut pas être laissée seule un seul instant. Il s'interroge sur ses actions chaotiques, mais Élodie est trop paniquée pour formuler une excuse cohérente. Elle explique frénétiquement la combinaison mortelle du thé et des herbes, l'avertissant qu'elle provoque la paralysie. Elle se souvient que, dans sa vie passée, ce mélange allait devenir un stimulant à la mode dans environ 5 ans. Mais elle sait aussi que, dans une certaine proportion, le mélange agit comme une puissante neurotoxine, engourdissant complètement le corps. On découvrira plus tard que cette boisson miracle a des effets secondaires dévastateurs qui ont ruiné de nombreux nobles. Élodie comprend que pour un maître d'épée comme le duc, la perte du sens du toucher serait une condamnation à mort. Le duc rejette son avertissement, affirmant qu'il a déjà bu du thé auparavant, alors qu'Élodie insiste désespérément en utilisant ses parents comme source. Étonnamment, le duc semble la croire, estimant que l'avertissement parental est une source d'information crédible. La servante s'effondre de terreur, avouant qu'elle n'a fait que suivre les instructions d'une tendance populaire de la capitale. L'expression du duc devient glaciale, tandis qu'il analyse les aveux paniqués de la servante. Tremblante sous son regard intense, la servante confirme qu'elle dit la vérité. L'assistant du duc confirme l'histoire de la femme de chambre, laissant Élodie en admiration devant son étrange capacité à discerner la vérité. Mais Élodie se rend compte que quelque chose ne va pas. Les herbes sont trop récentes pour être une tendance, ce qui signifie que quelqu'un a délibérément induit la servante en erreur. Avec un calme glacial, le duc exige de savoir qui a donné ses ordres à la servante. La servante désigne sa source comme étant le comte Hamilton, révélant ainsi le visage de l'homme à l'origine de la tentative d'assassinat. Le visage du duc se transforme en un masque de pure fureur en entendant ce nom, les pièces du puzzle se mettant en place. L'assistant confirme que le comte Hamilton est bien celui qui a fourni les herbes dangereuses. Élodie sent un changement terrifiant dans l'aura du duc qui absorbe ces informations accablantes. Avec une détermination qui fait froid dans le dos, le duc déclare qu'il confirmera lui-même la vérité et ordonne qu'on lui amène le comte. Le comte Hamilton, échevelé, est traîné à l'intérieur et s'effondre en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une terrible erreur. Il nie désespérément avoir eu connaissance du poison et se demande pourquoi il aurait pu commettre un tel acte. L'assistant du duc interrompt calmement les excuses frénétiques du comte, signalant la fin de ses plaidoiries. Avec un sourire confiant, l'assistant révèle qu'ils ont déjà retracé les ingrédients des herbes, la date d'achat et l'itinéraire d'approvisionnement. Il annonce que tout a été confirmé, brisant la dernière lueur d'espoir de Hamilton. L'assistant se moque du comte, lui demandant s'il pensait vraiment que le duc agirait sans preuve irréfutable. Maîtrisé et vaincu, Hamilton se lance dans une tirade furieuse, hurlant des injures au duc. L'assistant du duc rapporte les conclusions du médecin, confirmant que les composants du thé constituaient une combinaison sans précédent. Il explique que, même si le ratio modifie les effets, le mélange spécifique était en effet une puissante neurotoxine. Le duc se rend compte de l'effrayante stratégie à long terme. Hamilton a attendu qu'il devienne d'abord dépendant du thé. Il a compris qu'une fois la paralysie installée, personne ne soupçonnerait la boisson familière qu'il consomme quotidiennement. Le duc s'adresse calmement au comte capturé, lui rappelant leur longue et complexe histoire. Un flashback révèle que le duc a rencontré Hamilton pour la première fois il y a des années, après avoir démantelé l'entreprise criminelle de ses parents. Il se souvient que le jeune Hamilton, rempli de rage, l'avait traité d'ennemi de sa maison. Le duc se souvient de l'état de désolation dans lequel se trouvait le garçon après avoir perdu sa famille, sa fortune et sa réputation en un instant. Il révèle qu'il a pris la responsabilité de Hamilton, lui donnant une chance de surmonter le sombre héritage de sa famille. Revenant au présent, le duc observe froidement le traître, notant que cette tentative d'assassinat est la façon dont sa gentillesse a été remboursée. Le duc informe froidement Hamilton que sa longue responsabilité à son égard est arrivée à son terme. Il déclare qu'il est temps pour le traître d'assumer la responsabilité de ses propres actes de trahison. S'éloignant, le duc ordonne une fin rapide pour Hamilton, tandis que son assistant s'enquiert de son état émotionnel. Le duc ne s'en préoccupe pas, considérant les événements de la journée comme une situation malheureuse de plus à gérer. Il se concentre alors sur la véritable énigme, se demandant comment la petite fille a pu connaître l'existence du poison.
L'assistant émet la théorie que sa lignée Ratson lui a peut-être donné une intuition divine. Le duc réfute cette hypothèse, arguant que la malédiction de la famille rend toute intervention divine improbable, mais il admet qu'il n'y a pas d'autre explication. Avec un léger sourire en coin, il conclut que la seule façon d'obtenir des réponses est de lui poser directement la question. Élodie s'assoit nerveusement sur une grande chaise et sursaute lorsque le regard intense du duc se pose sur elle. Il loue ses talents de médecin avant de lui demander comment elle savait qu'on lui donnait du poison. Élodie panique intérieurement, réalisant qu'elle en a trop révélé et qu'elle doit maintenant inventer une histoire plausible. Elle sait qu'un mensonge maladroit ne trompera pas l'intuition aiguisée du duc et s'efforce d'être convaincante. Élodie commence son récit en affirmant qu'elle a appris à connaître les poisons en mangeant des choses dangereuses par désespoir. Elle se souvient que la faim l'a poussée à consommer des choses qui l'ont rendue malade, l'obligeant à apprendre à survivre par essai et erreur. Cette dure leçon lui a appris à être vigilante sur tout ce qu'elle met dans sa bouche. L'air abattu, elle explique qu'avant de rencontrer sa bonne, elle a dû apprendre ses leçons toute seule. Elle raconte alors une histoire où, alors qu'elle était désemparée, un rat des rues lui est venu en aide. Élodie explique que cette petite créature est devenue son improbable professeur dans l'art de la survie. Grâce à ce rat, elle a appris à trouver de la nourriture saine, à éviter les dangers et à découvrir que même la plus petite créature peut trouver le bonheur. Elle conclut son histoire émouvante en déclarant que ce simple rat n'était rien de moins que son sauveur. Elle conclut son histoire tragique en révélant que son rat sauveur a finalement été victime d'un appât empoisonné. Élodie ajoute que la vie de la petite créature a été cruellement écourtée, puisqu'elle a duré à peine 2 ans. C'est à cause de ce traumatisme, affirme-t-elle, qu'elle s'est servie de son rôle de médecin pour inspecter sa nourriture, estimant que c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Les larmes aux yeux, elle confesse son désir désespéré d'empêcher quiconque de mourir à nouveau de la sorte. Son plaidoyer s'adresse directement au duc, dont l'expression stoïque se fissure pendant un bref instant. Serrant les poings, elle souligne sa détermination, motivée par la peur de perdre quelqu'un d'autre. Le duc est visiblement déconcerté par l'intérêt sincère et direct qu'elle porte à sa sécurité. Il détourne le regard, se demandant intérieurement pourquoi l'histoire d'une enfant l'affecte si profondément. Se retournant, il lui dit gentiment d'arrêter de pleurer, l'assurant qu'elle n'a pas besoin de revivre des souvenirs douloureux. En essuyant ses larmes, Élodie se dit intérieurement que son geste a porté ses fruits, attribuant sa réaction à sa propre insécurité. Le duc la rassure, rejetant le traître Hamilton comme une menace insignifiante dont il ne se laisserait jamais séduire. Élodie est soulagée mais trouve son attitude troublante, réalisant qu'il doit être habitué aux tentatives d'assassinat. Cette nouvelle perspective l'amène à se demander si d'autres dangers, plus cachés, ne risquent pas de le mener à sa perte. Soudain, le duc la prend dans ses bras alors qu'elle s'adresse nerveusement à lui avec son titre officiel. Il s'interroge sur cette formalité rigide et lui lance un regard curieux, presque taquin. Avec une expression douce, il lui dit de commencer à l'appeler « grand-père ». Élodie rougit, hésite à prononcer le nouveau titre, plus intime. Il s'amuse à insister pour qu'elle l'appelle « grand-père », lui donnant un coup sur la joue et provoquant un glapissement de surprise. Après l'avoir déposé, le duc tape sur sa canne et annonce qu'ils sortent, laissant Élodie s'interroger sur leur destination. Il lui révèle que leur but est de la remercier pour sa gentillesse, ajoutant qu'il a également une requête spéciale à lui faire. Élodie est choquée lorsqu'elle reconnaît les casseroles bouillonnantes et les poêles grésillantes d'une cuisine. Le duc la transporte dans la cuisine ducale en pleine effervescence, à la grande surprise du personnel. Mortifiée, Élodie pense qu'il ne s'agit pas d'une récompense, mais d'une punition cruelle. Il lui présente fièrement la grande cuisine, déclarant que c'est son nouveau domaine pour jouer au médecin. Elle craint que les cuisiniers ne la chassent pour avoir été une balance, mais le duc n'en a cure. Dans son esprit, le personnel chuchote déjà et l'évite, ne voyant en elle que de la vermine. Submergée par l'angoisse, elle demande discrètement à son grand-père s'ils peuvent partir. Il la regarde, son expression devient sérieuse et il commence à défier sa peur. Il lui pose alors une question cruciale. Va-t-elle passer toute sa vie à se cacher dans la peur? Le duc l'oblige à affronter la source même de son anxiété, la grande cuisine représentant désormais ses démons intérieurs. Élodie est choquée, réalisant que le duc l'a amenée ici précisément pour qu'elle affronte sa peur de la cuisine. Elle veut désespérément demander à partir, mais la terreur lui a volé sa voix. Son esprit évoque une vision terrifiante d'elle-même sous la forme d'un petit rat fuyant une lame géante et menaçante. Elle est convaincue que si elle reste, elle subira le même sort que le rat empoisonné de son histoire inventée. Elle tente de mettre sa panique sur le compte du visage intimidant du chef cuisinier, mais elle est complètement prise au dépourvu. Au lieu de la réprimander, le duc dit de façon hilarante au chef intimidant et têtu de cacher son visage effrayant. Mais au lieu d'être hostile, toute l'équipe de la cuisine est rayonnante, accueillant chaleureusement le bébé Ratson. Complètement abasourdie, elle réalise que cet accueil n'a rien à voir avec ce à quoi elle s'attendait. Le duc lui demande gentiment si elle veut toujours partir, ce qui lui fait comprendre qu'il ne l'évite pas, mais qu'il lui laisse de l'espace.
Forte de sa détermination, elle décide qu'elle ne peut pas fuir indéfiniment, se rappelant que c'est pour cette raison qu'elle a quitté sa maison. Elle sait que pour briser la malédiction de la famille Radson, elle doit d'abord vaincre ses propres peurs. Un cuisinier sympathique lui prend doucement la main et Elodie est surprise par cette gentillesse inattendue. La cuisinière est ravie et invite chaleureusement la petite Baby Radson à faire des biscuits avec elle. Elodie se rend compte que les mains qu'elle trouvait si effrayantes sont étonnamment chaudes et douces. Retrouvant sa voix, elle déclare officiellement qu'elle est venue inspecter le régime alimentaire de son grand-père. Toute l'équipe de cuisine fond devant sa déclaration et lui propose avec empressement d'élaborer un nouveau plan de repas. Bien qu'il la traite comme un bébé, elle est déterminée à prouver qu'ils l'ont sérieusement sous-estimée. Elle se prépare avec confiance à écrire, se rappelant qu'elle n'est pas n'importe quel rat, mais un rat d'élite. Son grand plan échoue immédiatement lorsque sa petite main s'efforce de contrôler le stylo, faisant une marque maladroite. Alors que sa confiance s'effrite, elle se souvient soudain d'un détail essentiel de la lettre qu'elle est censée écrire. Sa confiance s'effondre lorsqu'elle admet intérieurement qu'elle n'a jamais tenu un stylo auparavant. Son tableau de régime expert révèle un menu mal orthographié de graines de tournesol et de poudre de pignon de pin. Le duc et le personnel de cuisine s'amusent de ces gribouillis, mais réalisent qu'elle a d'abord besoin de leçons d'écriture de base. En pointant du doigt son étrange menu, le duc remet en question ses choix, ce qui l'amène à admettre que c'est tout ce qu'elle a jamais mangé. Il lui donne un petit coup sur la joue, concluant que c'est elle qui a désespérément besoin d'un meilleur plan de repas. Le cuisinier, qui ressemble à un lapin, s'amuse à lui dire que son régime est plus adapté à une souris et qu'il existe des aliments bien meilleurs. Le chef cuisinier lui propose alors de lui apporter une tarte aux noix et du lait d'amande, un concept qui la déconcerte complètement. Malgré l'explication, elle n'est pas convaincue, se demandant pourquoi quelqu'un se soumettrait à un processus compliqué juste pour manger des noix. Cependant, une seule dégustation de la tarte la plonge dans un état de bonheur, une expérience culinaire comme elle n'en a jamais connue. Tandis que la cuisinière exprime sa joie, Elodie s'émerveille de voir qu'une chose peut être à la fois croustillante et fondante. Le duc remarque son émerveillement et lui demande si la tarte est vraiment si bonne que cela, ce qui l'incite à lui en proposer une dégustation. Elle brandit avec empressement une bouchée de tarte, invitant son grand-père à partager sa nouvelle joie. Le duc s'arrête un instant, le regard fixé sur elle, avant de décider de lui faire plaisir. Sa réaction est hilarante et décevante, et Elodie est déconcertée par son manque total d'enthousiasme. Elle se rend compte que pour un homme de sa stature, de tels délices ne sont probablement que des mardis comme les autres. Un nouveau plan se dessine dans son esprit, découvrir ses plats préférés pourrait être la clé pour empêcher sa disparition. Elle l'interroge sur ses préférences, mais le duc lui répond sans ambages qu'il n'en a aucune. Elodie est complètement déconcertée, incapable de comprendre comment quelqu'un peut ne pas avoir de choses préférées. Elle tente d'expliquer que la véritable affection pour une chose vient souvent de la signification qui lui est attachée. Elle se souvient de la robe choisie par Sarah et réalise qu'elle ne l'aime pas pour le tissu, mais pour la gentillesse qui se cache derrière le cadeau. Elle se souvient que son amie Sarah pensait toujours à elle lorsqu'elle mangeait quelque chose de délicieux. À l'époque, Elodie avait désespérément souhaité pouvoir partager la nourriture humaine avec son amie bien-aimée. Elle lui explique que ce sont ces petits moments partagés qui donnent tout leur sens aux choses. Avec un sourire plein d'espoir, elle demande à son grand-père s'il a un plat qui lui rappelle quelque chose. Le duc, stoïque, regarde sa tasse de thé en réfléchissant silencieusement à la question. Elle insiste, sincèrement curieuse de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui lui tienne à cœur. Son expression dans le thé reste indéchiffrable, ne donnant aucun indice sur ses pensées. Il répond finalement par une dénégation sèche, laissant Elodie stupéfaite, bien qu'une nouvelle pensée semble lui traverser l'esprit. Au lieu de s'étendre sur le sujet, il s'amuse à lui pincer la joue, remarquant qu'elle s'exprime bien pour une enfant. Décidant que leur temps est écoulé, il se lève brusquement et lui ordonne de manger à sa faim dans le réfectoire. Il l'autorise à explorer librement le domaine après son repas. En revanche, il lui interdit formellement d'entrer dans l'annexe de la Sérénité, qu'il juge trop dangereuse. Elodie est perplexe, se demandant pourquoi un lieu au nom si paisible lui est interdit. Elle demande ce qu'il y a à l'intérieur, mais le duc lui tourne simplement le dos, s'apprêtant à partir. Une expression sinistre, presque douloureuse, traverse son visage lorsqu'il se décide enfin à répondre. Il révèle que c'est son petit-fils qui est à l'origine de l'interdiction de l'annexe, ce qui stupéfie Elodie. Elle se creuse la tête pour savoir lequel de ses petits-fils pourrait bien se trouver là. La narration change et explique que le duc de Valkirchen a 3 petits-fils au total. Le premier-né est Edmund, l'héritier féroce et compétent destiné à diriger la famille. Le second est Zenobia, une canaille notoire connue pour son style de vie décadent et dépensier. Enfin, il y a le 3e petit-fils, dont l'histoire est entourée de tragédies. Le plus jeune, Caron Valkirchen, serait mort jeune d'une maladie congénitale. Elodie se penche sur la question et écarte le petit-fils frêle et décédé comme une menace potentielle.
Elle en déduit que la personne dangereuse enfermée doit être le fameux deuxième petit-fils. Plus tard, elle explore le magnifique jardin du domaine en compagnie d'une servante et s'émerveille de sa beauté. La servante est ravie de l'avoir profité de l'air frais après être restée si longtemps enfermée à l'intérieur. Élodie repense à sa merveilleuse semaine, remplie de nouveaux aliments et d'un lien de plus en plus fort avec ses rats. Mais elle se rappelle rapidement qu'elle ne doit pas se laisser distraire de sa véritable mission. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle aperçoit un gros serpent qui se faufile dans l'herbe et se fige de terreur. La servante, remarquant sa peur soudaine, la regarde d'un air confus, ignorant le danger qui la guette. Tremblante, Élodie pointe un doigt tremblant, signalant à la servante la présence du serpent dans l'herbe. La servante écureuil la réconforte en lui expliquant que les serpents sont monnaie courante dans les vastes jardins. Cela ébranle son sentiment de sécurité, car elle fait le lien entre le serpent et la menace d'empoisonnement qui pèse sur son grand-père. Elle demande nerveusement à la servante si de dangereux hommes bêtes serpents résident également dans le domaine. La servante confirme fièrement la présence de nombreuses familles de serpents puissants, ce qui amène Élodie à poser une question précise sur les basiliques. Sa question prend la servante au dépourvu, qui se demande comment une personne extérieure peut être au courant de leur existence. Élodie se contente d'un rire nerveux, affirmant qu'elle a simplement entendu le nom quelque part. La servante révèle alors un détail crucial. La famille basilique ne fait pas partie du domaine des Valkyrsen. L'atmosphère change lorsque la servante commence à expliquer les circonstances uniques du clan basilique. Elle précise qu'il s'agit d'une famille extrêmement recluse, qui s'isole dans son propre territoire éloigné. La servante révèle que les basiliques ne quittent leur territoire que lorsqu'ils sont engagés pour une mission spécifique. Élodie en déduit qu'il s'agit d'un clan d'assassins, ce qui rend leur traque presque impossible. Désespérée, elle se rend compte qu'elle ne peut pas entrer dans un repère de serpents et qu'elle a besoin d'une nouvelle piste. C'est alors qu'une idée brillante lui vient à l'esprit, changeant complètement son comportement. Son attention est soudain captivée par un magnifique champ de fleurs d'un bleu éclatant. Elle s'accroupit impulsivement dans le champ, faisant sursauter la servante qui s'inquiète pour sa robe. Élodie s'amuse à interpeller la servante écureuil, qui se retourne, complètement déconcertée par son geste. Elle brandit un bouquet, expliquant que les fleurs bleues s'appellent Lovelia et qu'elles sont utilisées en phytothérapie. Lorsque la servante s'enquiert de leur utilisation, Élodie révèle qu'elles sont un ingrédient clé pour la désintoxication des poisons. Elle sourit avec tendresse, se rappelant qu'elle a appris ce précieux savoir d'un rat dans sa vie antérieure. Soudain, une autre servante apparaît, le visage pâle de terreur. L'attention d'Élodie est attirée par un mystérieux garçon tapi dans l'ombre qui semble s'examiner le cou. Le garçon lui répond par des yeux rouges perçants, dont l'expression est indéchiffrable sur fond de fleurs bleues. La servante terrifiée se précipite, appelant désespérément Élodie. Serrant les fleurs de Lovelia, Élodie lève les yeux, s'interrogeant sur l'identité de cet étrange enfant. Elle éprouve un étrange sentiment de familiarité en étudiant le regard intense du garçon. La servante paniquée court frénétiquement, exhortant Élodie à s'éloigner de l'endroit. Elle prend Élodie dans ses bras pour la protéger, s'interrogeant avec crainte sur la présence du garçon. La servante ordonne sévèrement au garçon de retourner immédiatement dans l'annexe interdite. Ces paroles révèlent son identité choquante. Il s'agit de Caron, le petit-fils qui était censé être mort. Élodie tremble dans les bras de la bonne, réalisant que le troisième petit-fils, Caron, n'est pas mort après tout. Elle fait le rapprochement. Ce garçon prétendument décédé doit être le dangereux petit-fils dont le duc l'avait mis en garde. Les rumeurs le décrivaient comme fragile et souffrant d'une maladie chronique, mais le garçon qui se trouve devant elle jette une ombre vraiment inquiétante. Son expression est indéchiffrable, mais sa seule présence suffit à imposer un silence troublant. Élodie étudie ses yeux rouges perçants, essayant de comprendre pourquoi ce beau garçon est si intensément craint. Elle se demande si sa mystérieuse maladie n'est pas la véritable source de la terreur qu'il inspire au personnel. Son esprit s'emballe, spéculant qu'il souffre peut-être d'une maladie très contagieuse qui l'oblige à s'isoler. Mais les tremblements de la femme de chambre ne sont pas seulement dus à la peur de la maladie, il s'agit d'une terreur primitive, instinctive. Élodie comprend que la servante se sent comme une proie sans défense, prise dans le collimateur d'un prédateur mortel. L'œil cramoisi de Caron reflète sa petite forme, son regard se fixant sur elle avec une intensité qui fait froid dans le dos. Caron tourne la tête, ignorant ostensiblement l'ordre frénétique de la servante de partir. Il commence à s'éloigner et la servante écureuil pousse un soupir de soulagement, pensant que le danger est passé. Mais Élodie arrête la servante, un air déterminé sur le visage, tandis qu'elle élabore un plan. À la grande surprise de la servante, Élodie se libère et fonce droit sur le petit-fils redouté. Elle se souvient de l'avertissement de son grand-père, mais se fie à son propre instinct, sachant qu'elle reconnaîtrait une véritable menace. Élodie se souvient des yeux cruels de ceux qui l'ont chassée lorsqu'elle était un rat, une méchanceté qu'elle ne retrouve pas chez Caron. Elle en déduit que le troisième petit-fils n'a pas l'intention de lui faire du mal. Entendant les fleurs de Lovelia, elle appelle courageusement le garçon qu'elle sait maintenant être un prince.
Elle lui offre le bouquet comme remède contre les morsures de serpent, un geste d'une bonté inattendue. Caron s'immobilise et se retourne avec un air ahuri devant son geste désintéressé. Comprenant qu'il ne s'approchera pas, Élodie a un moment de compréhension soudaine. Elle décide de lui laisser le bouquet sur le sol, tout en l'avertissant du danger des morsures de serpent. Alors que la servante affolée l'emporte, Élodie lui fait joyeusement signe de s'en aller, invitant le garçon à prendre soin de lui. Caron la regarde s'éloigner, ses pensées se fixant sur l'étrange jeune fille qui vient de lui témoigner de la gentillesse. Son esprit relie les points, l'identifiant comme le dernier membre survivant du clan Ratson. Il se souvient être sorti à cause de l'agitation, ne s'attendant pas à rencontrer l'héritier de la famille légendaire. Il regarde attentivement le petit bouquet de fleurs bleues qu'elle a laissé dans l'herbe. Il pense alors au pouvoir légendaire des Ratson, un miracle des dieux, connu sous le nom de joyau du continent. Après un moment d'hésitation, Caron s'agenouille prudemment pour inspecter son cadeau inattendu. Alors qu'il touche le bouquet, une mystérieuse substance sombre s'échappe du bout de ses doigts, ternissant les pétales d'un bleu éclatant. Il regarde les fleurs se flétrir dans sa main, rejetant sa gentillesse comme étant totalement insignifiante. Décidant qu'il en a assez, Caron se lève et tourne le dos au bouquet en décomposition. Il se retire dans l'ombre de la forêt, refusant de s'accrocher à ce qu'il considère comme un vain espoir. Pendant ce temps, Élodie rentre à l'intérieur en titubant, complètement vidée par l'intensité de la rencontre. Elle minimise l'incident tandis que la servante écureuil, frénétique, insiste pour qu'elle lave tout danger persistant. Épuisée, Élodie bâille et se heurte accidentellement à un mystérieux inconnu. En levant les yeux, elle se retrouve face à une silhouette imposante et ombrageuse aux yeux luisants et intimidants. Son corps se fige sous le choc, réagissant instinctivement à l'imposante présence qui se dresse devant elle. Mais à sa grande surprise, l'homme intimidant pousse un cri terrifié, tout aussi surpris par elle. Le loup demi-humain, troublé, se cache le visage, s'excusant abondamment de son apparition soudaine. Élodie interroge l'homme timide, qui se présente comme Aulf, commandant des Chevaliers d'Argent. Il explique qu'il cache son visage parce que la jeune femme a trouvé son apparence effrayante. Le commandant lui demande nerveusement si elle a peur elle aussi, mais Élodie trouve sa posture plus amusante qu'intimidante. Dans son esprit, elle conclut que sa posture craintive lui donne l'air un peu ridicule. Elle le rassure en lui disant qu'il n'est pas effrayant, ce qui pousse le loup, ravi, à lui demander s'il peut rester à ses côtés. Élodie accepte en toute décontraction, ce qui amène Aulf à fêter cette petite victoire avec un immense enthousiasme. Elle lui demande alors ce qu'il fait là, et il lui explique en remuant la queue qu'il escorte un invité. Aulf lui désigne l'invité, qui est en train de parler avec une femme nommée Sera. L'expression d'Élodie se transforme en un véritable choc lorsqu'elle reconnaît le visage du visiteur. Elle identifie l'homme comme étant Wellston, un laquais connu du prince, et réalise qu'elle se trouve dans une situation dangereuse. L'esprit d'Élodie revient à une vie antérieure, révélant un conte de fées familier et tordu. Dans ce souvenir, Wellston présente une pantoufle de verre à un prince, ouvrant la voie à une histoire classique. On dit que la chaussure est enchantée et qu'elle ne convient qu'à sa véritable propriétaire, qui l'a perdue dans sa précipitation. Wellston, avec un sourire confiant, se promet de trouver la mystérieuse femme pour son prince. Il s'approche d'une jeune femme blonde, déclarant que le prince la cherche désespérément. La promesse était celle d'un amour éternel, une romance de conte de fées jurée par le prince lui-même. Il lui consacrera toute sa vie, comme en témoigne une figure solitaire dans une tour. Mais le souvenir se brise lorsque quelqu'un tente de toute urgence de ramener la femme, devenue princesse, à la réalité. Wellston réprimande la princesse, l'interrogeant sur l'histoire d'une roturière accédant à la royauté. Il l'appelle avec mépris « Cendrillon », alors qu'elle se souvient de la façon dont elle a contribué à bâtir la réputation du prince. Le souvenir révèle Wellston réprimandant la princesse, lui rappelant qu'il a orchestré son ascension d'une roturière à la royauté. Il l'accuse furieusement de lui voler la vedette au lieu de l'aider, exigeant qu'elle aille se prosterner devant le prince. Le retour en arrière confirme un fait glaçant. Wellston est la personne qui a remis Sera au prince. Revenant au présent, Élodie réalise qu'elle doit arrêter Wellston avant qu'il ne manipule à nouveau Sera. Ses yeux sont remplis d'une détermination féroce, et elle décide de l'éloigner immédiatement de son ami. Elle pivote et aboie un ordre à Aulf, qui se met instantanément au garde à vous. Les bras tendus, Élodie ordonne au chevalier agité de la prendre et de l'emmener là-bas. Le commandant des loups est visiblement ravi de sa requête et accepte la tâche avec empressement. Il la soulève en un clin d'œil, et elle émet une petite protestation à l'idée d'être tenue si haut. Alors que Aulf sprinte dans le couloir, Élodie le presse d'aller plus vite, en pointant directement Wellston et Sera. Sera repousse Wellston, déclarant qu'elle n'a rien à lui dire. Wellston s'interroge sur le statut social de Sera, insinuant qu'elle gaspille sa beauté. Il lui demande des informations sur sa famille et lui offre une invitation à un banquet. Sera admet que sa famille ne la traite pas bien, comparant sa situation à celle d'une servante. Elle explique que sa famille n'approuverait pas l'invitation,
même si elle l'acceptait. Wellston s'enquiert grossièrement de la filiation de Sarah, la soupçonnant d'être illégitime. Il rejette les inquiétudes de sa famille, suggérant un rôle moins réputé pour elle. Sarah trouve sa proposition choquante et exige qu'il parte. Wellston saisit la main de Sarah, s'interrogeant sur son refus de son offre. Sarah se débat contre son emprise, exigeant qu'il la relâche. Au moment où Wellston s'apprête à agir, Elodie s'envole dans les airs, le marteau levé haut pour un coup décisif. Aulf pousse un cri d'alarme lorsque sa précieuse cargaison s'élance sur le vicomte. Elle atterrit avec un bruit sourd, laissant Wellston complètement aplati sur le sol. Elodie se souvient de l'avertissement de son père, qui lui demandait de ne pas utiliser son marteau sacré sur les gens. Elle décide effrontément que Wellston n'étant pas une personne réelle, la règle ne s'applique pas. Ignorant sa propre entrée en scène, Elodie se précipite immédiatement pour s'assurer du bien-être de Sarah. Sarah la prend dans ses bras, minimisant l'incident tandis qu'Elodie insiste pour obtenir des détails sur le comportement de Wellston. Aulf explique qu'il a autorisé la réunion, croyant que Wellston était là pour un simple accord commercial. Sarah s'excuse pour le dérangement, mais Elodie la rassure gentiment en lui disant que tout va bien maintenant. Pendant ce temps, Wellston, hébété, commence à s'agiter, reprenant lentement ses esprits sous l'emprise de Aulf. Alors qu'il reprend conscience, Wellston remarque de mystérieux orbes lumineux qui se matérialisent autour de lui. Les lumières magiques flottent dans la salle, captant l'attention stupéfaite de toutes les personnes présentes. Une voix autoritaire rompt soudain l'attention, exigeant de connaître la source de l'agitation. Wellston lève les yeux, horrifié, et reconnaît les deux imposants personnages qui viennent d'arriver. Le duc, flanqué d'un homme aux cheveux blancs, entre dans la pièce et demande sévèrement des explications. Elodie esquisse un sourire narquois, comprenant que l'arrivée de son grand-père est une occasion en or. Elle élabore rapidement un plan pour utiliser cette situation afin d'expulser Wellston de leur vie. La confusion de Wellston se transforme en pure indignation au fur et à mesure qu'il comprend la scène. Il se retrouve ligoté par d'épaisses cordes sur le sol, s'interrogeant sur le chaos qui l'entoure. Wellston proteste contre son traitement auprès du duc, qui est maintenant assis calmement sur un canapé avec Elodie. Le duc répète calmement le propre mot de Wellston, impolitesse, avec un regard complice. Il accuse ensuite Wellston non seulement d'avoir fait des avances à son invité, mais aussi d'avoir porté la main sur elle. Wellston nie avec véhémence ces accusations, insistant sur le fait qu'il n'a fait que lancer une invitation à un banquet. Le duc pose une main sur la tête d'Elodie, s'interrogeant sur le sens des paroles de Wellston. Il révèle alors que le récit de l'incident fait par sa petite-fille raconte une histoire bien différente. Le duc énonce son premier chef d'accusation. Wellston a agi de manière inappropriée envers un invité de la maison. Il poursuit avec une accusation bien plus grave, qualifiant Wellston de voleur pour avoir dérobé un objet précieux de la famille. Wellston abasourdit ses poumons et demande à voir les preuves de ce prétendu vol. Elodie présente un objet incandescent, déclarant que ce coton magique est la seule preuve dont ils ont besoin. Elle déclare avec assurance qu'elle a personnellement vu l'objet tomber de sa poche, scellant ainsi son destin. Wellston panique, persuadé d'avoir mis l'objet dans sa poche magique et se demande comment il est apparu. Le récit explique que le coton magique est un morceau de mana vivant et rare, suffisamment précieux pour valoir son pesant d'or. Elodie comprend que c'est ce coton qui est à l'origine du talent magique supposé du prince dans sa vie antérieure. Le duc déclare qu'une espèce protégée, qui ne pousse pas sur le territoire de Wellston, a été trouvée sur lui. Il met Wellston au défi de trouver une excuse bidon, laissant le vicomte bredouille et sans voix. N'ayant plus de patience, le duc ordonne que Wellston soit traité selon les règles, ce qui provoque la terreur du vicomte. L'homme aux cheveux blancs récite calmement la loi. La contrebande d'objets interdits entraîne un bannissement de Valkizan. Wellston est momentanément soulagé, pensant que la punition est insignifiante et sans importance. L'homme ajoute ensuite la sinistre sanction prévue pour la contrebande d'une espèce protégée, un châtiment physique sévère et l'exil. Désespéré, Wellston s'empresse de dire qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres du prince. Wellston tente désespérément de citer le nom du prince, mais le duc rejette froidement son plaidoyer. Soudain, un appareil de communication magique s'active et brille de 1000 feux dans la pièce. Une voix provenant de l'appareil annonce que tout l'incident a été entendu. Une projection chatoyante du prince héritier se matérialise, stupéfiant le vicomte par son apparition soudaine. Elodie observe la grande entrée du prince avec un regard complice et non amusé. Le prince adresse un sourire glacial à Wellston, alors que le vicomte le supplie de l'aider. Feignant le choc, le prince interroge Wellston sur sa folie, laissant le vicomte complètement désemparé. Alors que Wellston tente de s'expliquer, le prince nie froidement toute implication dans les biens volés. Le rappel désespéré du vicomte au sujet des transactions passées se heurte à la confusion feinte du prince. Le prince renverse magistralement la situation et piège Wellston en lui faisant admettre qu'il a volé par le passé. Le prince brosse un tableau saisissant de Wellston, cherchant à s'attirer ses faveurs en lui faisant une offre spéciale. Il se souvient que le vicomte lui a offert un bijou fait d'une pierre d'argent rare.
Le prince déforme ensuite le souvenir, se présentant comme acceptant gracieusement le cadeau d'un subordonné loyal. Une fois ce récit établi, il déclare qu'il n'aurait jamais accepté les objets s'il avait su qu'ils avaient été volés. Le prince présente ensuite de fausses excuses au duc, se reprochant de ne pas avoir su gérer son subordonné. Il abandonne complètement le vicomte, disant au duc de gérer la punition selon leurs règles. Alors que Wellston crie à la trahison, le prince déclare froidement que ce sacrifice est un mal nécessaire. Sa dernière instruction, qui fait froid dans le dos, est que le duc doit s'assurer que Wellston ne causera plus jamais de tels problèmes. Le duc accepte l'ordre d'un air sinistre, tandis qu'Élodie observe l'ensemble de l'échange d'un air absent. Alors que la projection du prince s'estompe, Élodie se moque intérieurement de ses mensonges effrontés, sachant qu'il était parfaitement au courant du vol. Élodie se dit qu'avec la disparition de Wellston, elle n'a plus à s'inquiéter du prince. L'homme aux cheveux blancs, Ifrit, affiche un subtil sourire satisfait devant la tournure des événements. L'expression d'Élodie s'assombrit lorsqu'elle se souvient d'un détail qui la trouble encore. Les paroles inquiétantes du prince qui l'ont quittée résonnent dans son esprit, faisant allusion à une future rencontre. Malgré son malaise, elle est soulagée d'avoir réussi à soustraire son amie Serra à l'influence du prince. Elle se souvient avoir expliqué à son père que l'absence de Serra avait facilité le piège du jeune vicomte. Élodie se souvient que Wellston a été emmené et note mentalement de s'enquérir de son sort plus tard. Mettant de côté ses sombres pensées, elle court gaiement vers la chambre de son amie, prête à faire une pause bien méritée. Mais en ouvrant la porte, elle trouve Serra debout, d'une froideur et d'une maturité déconcertantes. Élodie est choquée et se demande si la personne qui se trouve devant elle est vraiment son amie Serra. Inquiète, Élodie demande si les actions de Wellston sont la cause de l'humeur étrange de Serra. Elle tente de rassurer son amie, mais Serra rejette froidement l'idée, laissant Élodie perplexe. Serra confronte Élodie, exigeant de savoir pourquoi elle a été exclue de l'appel magique du prince. Son amie lui explique qu'elle n'est partie que parce qu'Élodie semblait agitée, ce qui met Élodie sur la sellette. D'un air peiné, Serra se demande si elle est un fardeau ou si Élodie lui cache des secrets. Les questions directes restent en suspens. Le regard de Serra est rempli d'un mélange de douleur et de suspicion. Élodie nie frénétiquement, paniquant intérieurement à l'idée d'avoir blessé les sentiments de son amie. Sa véritable crainte est révélée. Elle était terrifiée à l'idée que la présence de Serra conduise à une rencontre avec le prince. Élodie redoute que l'histoire ne se répète et que les deux ne tombent à nouveau amoureux. Ses actions sont motivées par un besoin désespéré de protéger Serra des souvenirs douloureux de sa tragique vie passée. La véritable motivation d'Élodie est révélée. Elle veut que Serra se forge son propre avenir, libérée d'un passé tragique. Se sentant coupable, Élodie présente des excuses sincères à sa chère amie. Elle se justifie rapidement en affirmant qu'elle voulait simplement protéger Serra des paroles cruelles de Wellston. Serra, cependant, remet en question cette affection intense, admettant qu'elle ne mérite pas une telle attention. Élodie est stupéfaite par l'insécurité de son amie et réfute immédiatement cette idée. Elle déclare avec passion que Serra est digne de tout l'amour du monde. Sous le coup de l'émotion, Serra avoue qu'Élodie est la seule à lui avoir témoigné de la gentillesse. Elle se souvient de son passé de petite souris des champs, dont seule Élodie s'occupait. Un souvenir montre qu'Élodie a toujours fait passer Serra en premier, ce qui renforce la détermination de Serra à protéger son amie en retour. Serra explique en pleurant que son amour pour Élodie est la chose la plus logique au monde. Élodie sourit avec une compréhension soudaine et dit à son amie de ne plus s'inquiéter. Serra est complètement déconcertée par le soudain changement d'avis d'Élodie. Élodie précise que sa survie à Bluewood n'est pas due à la gentillesse ou à la naïveté. Elle avoue qu'elle n'a fait qu'endurer en jouant un rôle, car elle n'avait rien qui vaille la peine de se battre à l'époque. Mais le souvenir d'avoir trouvé Serra sous la forme d'une souris fait naître un sourire chaleureux sur son visage, et elle déclare que tout cela a changé. Avec une nouvelle détermination, Élodie explique qu'elle a maintenant quelqu'un qu'elle veut vraiment protéger. Serra la serre dans ses bras, insistant sur le fait qu'elle veut faire face à ses propres batailles pour assurer la sécurité d'Élodie. En serrant son amie dans ses bras, Élodie se rend compte que Serra est enfin prête à aller de l'avant. Élodie se rend compte que c'est elle qui est restée bloquée dans le passé. Regardant son amie dans les yeux, Élodie s'excuse, admettant que son désespoir de la protéger est allé trop loin. Serra sourit, comprenant les motivations d'Élodie, et suggère qu'elles relèvent ensemble le prochain défi. Élodie accepte de bon cœur, réalisant que c'est la Serra du présent qu'elle doit protéger. Le lendemain arrive, apportant avec lui les retombées de la chute du vicomte. Le duc annonce que l'accord avec la famille Wellston a été officiellement dissous. Il ajoute que le vicomte Wellston a été officiellement déshérité, à la grande satisfaction d'Élodie. Élodie exprime intérieurement sa déception que la punition du vicomte n'ait pas été plus sévère. Un flashback montre le duc Wellston et son fils présentant des excuses formelles, mais peu sincères. Il s'avère que ces excuses n'étaient qu'un prétexte pour pousser à la conclusion d'un accord commercial. Le père d'Élodie, cependant, a vu clair dans la supercherie et a carrément décliné leur offre. Furieux de ce refus, le duc Wellston a déchu son fils de son titre et l'a banni dans un monastère.
Élodie pensait que le drame était terminé, mais elle se demande maintenant pourquoi ces petits esprits lumineux s'accrochent encore à elle. Ces esprits sont attirés par la bénédiction divine de la lignée Ratson, et la présence d'Élodie est la seule chose qui les maintient matérialisés. Son père fait remarquer que même Ifrit, qui n'est pas une bête, est animé d'un puissant instinct de protection à l'égard d'Élodie. Ifrit fait une remarque énigmatique en disant que c'est pour le mieux, laissant Élodie complètement perplexe. Ifrit commence son explication en affirmant être une personne logique, ce qu'Élodie confirme silencieusement. Il avoue ensuite de façon dramatique qu'au moment où il est arrivé à Valkyrisen, sa logique est devenue totalement inutile. Élodie, déconcertée, ne peut que s'interroger sur cet étrange aveu. Il explique que ses instincts primaires ont pris le dessus, lui donnant une envie irrésistible de s'emparer de quelque chose de précieux. Le duc explique calmement qu'il s'agit d'une réaction normale de la bête, ce qui fait reculer une servante à proximité, choquée par l'insinuation. Prenant cette nouvelle information de la pire des façons, Élodie, terrifiée, demande à son grand-père si elle est sur le point d'être mangée. Le duc réprimande gentiment Élodie pour sa précipitation, tandis qu'Ifrit observe la scène d'un air inquiet. Ifrit intervient et dit froidement au duc de se retirer, ce qui amène le duc à s'interroger sur son ingérence. D'un air suffisant, Ifrit dit au duc de se contenter d'observer, laissant Élodie se demander s'il n'est pas simplement en train de prendre la pause. Le regard du duc se durcit alors qu'il exige une mise à jour de la situation. Il annonce que le prince a l'intention de lui rendre visite et de s'excuser personnellement, ce qui plonge Élodie dans un état de choc total. La nouvelle est si bouleversante qu'Élodie s'évanouit, avant d'être rattrapée par son père et Ifrit alors qu'elle se désespère intérieurement. Suspendue la tête en bas, elle fume à l'idée que ce prince insupportable puisse mettre les pieds chez elle. Maintenant debout, Élodie se demande si elle doit utiliser son marteau sacré sur le prince qui s'approche. Elle décide de l'utiliser s'il fait du mal à Séra, et son père lui donne à l'improviste sa bénédiction pour l'autodéfense. Élodie rayonne, serrant le marteau, réalisant soudain que son père avait peut-être l'intention de l'utiliser depuis le début. Son père lui demande en plaisantant de l'avertir avant qu'elle n'abatte le marteau sur le prince. Élodie sait cependant qu'elle ne peut pas être imprudente, reconnaissant que la chance qu'elle a eue avec Wellston ne se répétera pas avec la royauté. Consciente qu'un assaut direct est insensé, elle décide qu'il est temps de rassembler de puissants renforts. Elle exclut immédiatement son grand-père et Edmund, sachant que leur implication déclencherait un scandale politique majeur. Ce dont elle a besoin, c'est de quelqu'un qui puisse intimider le prince sans déclarer officiellement la guerre. Une idée brillante lui vient alors qu'elle regarde Ifrit essayer, sans succès, d'avoir l'air moins intimidant avec une paire de lunettes. Une fois son nouveau plan établi, elle se tourne avec confiance vers son grand-père pour lui demander une faveur. Elle annonce brillamment son désir de visiter les terrains d'entraînement des chevaliers du duché. Peu après, un capitaine chevalier présente Élodie aux chevaliers Beastkin rassemblés. L'imposant capitaine à l'allure de loup la tient délicatement, présentant la jeune maîtresse de maison à ses fidèles troupes. Les autres chevaliers chuchotent entre eux, se demandant pourquoi leur capitaine, notoirement sévère, tient la jeune femme de si près. Le capitaine fait taire ses hommes d'un geste brusque, exigeant qu'ils écoutent ce qu'Élodie a à dire. Les chevaliers de la peau de bête se redressent avec empressement, prêts à recevoir leurs ordres. Avec une lueur dans les yeux, Élodie se prépare à faire sa grande annonce. Elle annonce son projet de former une escouade spéciale pour une opération secrète. Son monologue intérieur révèle que les excuses du prince ne sont qu'une couverture pour retrouver la personne qui l'a humilié. Elle sait que le simple fait de l'expulser pourrait déclencher une guerre et qu'une rencontre avec Séra serait catastrophique. Il faut donc intercepter le prince avec une équipe capable de l'intimider sans déclencher d'incident international. En entendant les mots « mission secrète », les chevaliers se portent volontaires, prêts à tout pour être choisis. Élodie a trouvé les candidats parfaits, cet ordre de chevaliers. Le capitaine ordonne le silence, retenant une Élodie très posée. Elle précise que l'équipe secrète ne comptera que 5 membres pour ne pas attirer l'attention. Les chevaliers commencent immédiatement à se bagarrer, supposant que les prouesses au combat sont le seul critère de sélection. Élodie clarifie frénétiquement que cette mission requiert des compétences de performance, et non de la force brute. Un Beastkin léopard tape à l'œil, apparaît soudain et se présente comme Léopard, capitaine de l'ordre des Chevaliers d'Or. Le capitaine des loups demande froidement à l'invité de s'en aller et de cesser de perturber le processus de sélection. Léopard suggère sournoisement que c'est la jeune femme elle-même qui devrait décider s'il a sa chance. Il demande alors avec charme à Élodie si elle envisagerait de laisser ses princesses participer à la mission. Confuse, Élodie s'interroge sur l'emploi du mot « princesse », qu'il ne considère pas comme un terme désignant ses amours. Son expression s'assombrit lorsqu'elle note le pluriel, au moment même où une autre voix appelle le capitaine. Une escouade de femmes chevaliers arrive, s'interrogeant sur la tentative de Léopard de semer le trouble au sein de l'ordre des Chevaliers d'Argent. Élodie est déconcertée par ses multiples amours, tandis qu'il accuse ses instincts de lion d'être à l'origine de son comportement. L'un de ses propres chevaliers le réprimande, peu impressionné par sa piètre excuse.
Les chevaliers loups entourent le capitaine Léopard, exigeant qu'Élodie le punisse pour son insolence. Déjà lassée des flirts, Élodie envisage de choisir les chevaliers loups les plus sérieux pour sa mission. Les chevaliers loups rappellent au Léopard, de façon menaçante, qu'il est à sa place, montrant ainsi leur loyauté féroce envers leur dame humaine. La sélection est brusquement interrompue par un appel frénétique de la jeune femme depuis l'extérieur du domaine. Quelques jours plus tard, Edmond parcourt tranquillement les livres de la bibliothèque ducale. Un visiteur invisible s'approche par derrière et l'appelle par son nom. L'invité se révèle être le prince Cesare, celui-là même qu'Élodie s'apprêtait à intercepter. Edmond accueille froidement l'arrivée du prince et lui demande pourquoi il est venu à Valkyriesen. Le prince prétend qu'il est ici pour s'excuser et renouer avec un ami d'enfance, mais Edmond rejette intérieurement cette idée. Agacé par l'insistance du prince, Edmund tente de mettre fin à la conversation et de partir. Mais Cesare l'en empêche et va droit au but en posant des questions sur la fille que son serviteur a offensée. Edmond insiste sur le fait que l'affaire est close, mais le prince rétorque qu'il est de son devoir d'en assumer la responsabilité. Le regard dur, Edmond déclare que le problème a été résolu par leur loi et qu'il n'y a pas lieu d'en discuter davantage. Les yeux du prince se rétrécissent, reconnaissant instantanément qu'Edmond protège délibérément la jeune fille. Cette attitude protectrice lui rappelle une étrange rumeur qu'il a entendue un jour à propos d'un individu captivant. Il suppose que l'attitude défensive d'Edmond est peut-être due à un coup de foudre pour cette personne mystérieuse. Intrigué par la tentative d'Edmond de cacher son intérêt, le prince décide qu'il doit rencontrer cette fille et s'excuser personnellement. Edmond soupire d'exaspération, contenant à peine son mépris pour l'acte moralisateur du prince. Il jure intérieurement que personne de Valkyriesen ne sera traité comme un jouet, pas même par l'héritier du trône. Le prince sourit devant le défi d'Edmond et décide de conclure un marché en posant une seule question. Il promet de partir si Edmond répond, ce qui provoque l'accord réticent de l'héritier ducal. Cesare se souvient d'avoir entendu que son serviteur avait tenté de voler un puissant manteau magique, dont il ignorait qu'il était caché à Valkyriesen. Le prince insiste davantage, demandant non pas pourquoi le manteau n'était pas à vendre, mais pourquoi Edmond lui-même ne l'a jamais utilisé. Edmond donne une réponse simple, presque dédaigneuse. Il n'avait aucune raison de l'utiliser. César fait remarquer qu'avec la légendaire maîtrise de l'épée d'Edmond, le manteau aurait fait de lui une force inarrêtable, admirée de tous. Edmond rétorque que s'approprier un tel pouvoir sans effort serait un manque de respect envers ceux qui s'efforcent désespérément d'y parvenir. Il conclut que sa noble naissance lui a déjà donné suffisamment d'avantages. Il refuse de prendre les opportunités des autres. César se moque d'Edmond, qualifiant ses nobles principes d'inflexibles et faisant allusion à une vérité cachée. Le prince touche un point sensible en suggérant que c'est justement cette inflexibilité qui a conduit le précédent duc à sa perte. Avec un sourire suffisant, Cesare présente des excuses fallacieuses pour ses paroles cruelles. Edmond, bouillonnant d'une rage contrôlée, déclare que leur conversation est terminée et se tourne vers la sortie. Cesare rejette froidement l'offre d'une escorte, décidant de se retirer lui-même. En regardant le prince partir, Edmond sait que ce n'est pas fini et tente de déchiffrer les véritables intentions de Cesare. Il se rassure en se disant que même le prince n'oserait pas semer le trouble sur le sol Valkyriesen. Mais Cesare n'est pas parti. Au lieu de cela, il attend patiemment dans un couloir ensoleillé qu'une nouvelle occasion se présente. Une servante qui passait par là s'étonne de voir le prince errer dans le domaine, complètement seul. César explique sournoisement sa visite secrète, charmant la servante pour obtenir les informations qu'il souhaite. Il lui dit qu'il doit retrouver une dame que son serviteur a offensée, feignant un désir sincère de s'excuser. Avec un sourire désarmant, il promet de partir immédiatement après s'être excusé, en amadouant gentiment la servante pour qu'elle lui indique l'endroit où elle se trouve. Sa ruse réussie, Cesare s'engage dans le couloir, sachant désormais que sa cible se trouve dans l'annexe ouest. Le prince se demande pourquoi elle est gardée dans un bâtiment séparé, notant que la sécurité de l'annexe est laxiste. Ses yeux se rétrécissent, et il se demande s'il ne s'agit pas d'un stratagème astucieux pour la faire passer pour quelqu'un d'insignifiant. Ce mystère ne fait qu'accroître son intérêt. Il envisage maintenant de conquérir la jeune fille juste pour contrarier Edmond. Soudain, il aperçoit des orbes de coton magiques flottant dans le hall, surpris de les voir entreposés si ouvertement. Le prince s'arrête, un sourire calculateur se dessine sur ses lèvres, tandis qu'il observe ce spectacle inattendu. Pendant ce temps, Edmond réaffirme son propre code, refusant de prendre un pouvoir qui pourrait être une bouée de sauvetage pour quelqu'un d'autre. Cesare, cependant, se moque de ses nobles idéaux, estimant que le véritable pouvoir ne se gagne jamais par la simple volonté. Cesare pense que le pouvoir appartient à ceux qui sont destinés et qu'en tant que futur roi, cette magie lui revient de droit. D'un geste triomphant, il saisit l'un des orbes incandescents, certain de sa victoire. Son moment est interrompu par une petite fille aux oreilles d'animal, qui aperçoit avec excitation le coton magique. La jeune fille, Élodie, annonce joyeusement qu'elle cherchait les orbes, attirant ainsi l'attention du prince.
Intérieurement, Élodie est soulagée que son plan de poster des gardes à l'annexe ait fonctionné, ayant réussi à détourner l'attention du prince. Elle se présente avec un sourire désarmant et Cesare répète son nom avec curiosité. Le prince se souvient d'une rumeur selon laquelle le duc aurait adopté l'enfant d'un grand prêtre, mais il l'écarte, car son nom ne correspond pas. Estimant qu'elle est insignifiante, il décide qu'il n'y a pas lieu de la traiter avec un soin particulier. Il s'interroge sur l'intérêt qu'elle porte au coton magique avant de déclarer froidement qu'il en est le propriétaire. Élodie est totalement déconcertée, se demandant silencieusement quand il a décidé que la magie lui appartenait. Élodie souligne calmement que le coton magique est un objet rare et protégé, remettant en question son droit de le prendre. Le prince sourit, surpris que cet enfant apparemment ordinaire soit bien plus perspicace qu'il ne le pensait. Il déclare avec arrogance que la magie était manifestement gardée en sécurité depuis tout ce temps, dans l'attente de son véritable propriétaire, c'est-à-dire lui. Cesare décide qu'il doit absorber la magie rapidement, avant que la jeune fille n'ait le temps d'appeler des gardes. Il serre le poing, tentant d'absorber de force la puissance de l'orbe dans son corps. Mais à sa grande surprise, la magie résiste, refusant de se désintégrer et de fusionner avec son propre pouvoir. Élodie l'informe calmement que ses efforts sont vains. L'orbe ne se soumettra jamais à lui. Elle lui révèle que le coton magique est renforcé par l'énergie divine, ce qui le rend impossible à absorber par un simple prince. Alors que les orbes flottent joyeusement autour d'elle, Élodie suggère avec insolence que la magie elle-même n'est pas d'accord avec ses affirmations. Le sourire du prince devient menaçant, furieux qu'un enfant ose se moquer de lui. Élodie feint l'innocence, pressant effrontément les orbes contre son visage, tout en jaugeant la fureur du prince. Cesare perd patience et avertit l'enfant que son âge ne lui épargnera pas les conséquences d'un tel défi. Alors qu'il exige qu'elle rende la magie, Élodie attend calmement, sachant que son renfort est sur le point d'arriver. Un compte à rebours silencieux commence alors que le bruit de lourdes bottes qui s'approchent résonne dans le couloir. La tension retombe lorsque le compte à rebours atteint 1, signalant l'arrivée d'une force invisible. Une escouade d'imposants chevaliers loups se matérialise derrière Élodie, acculant le prince surpris. Edmond apparaît juste à temps, remarquant avec ironie son retard et s'interrogeant sur l'affluence soudaine. Il prend le contrôle de la situation et demande à Élodie de le conduire à l'annexe, tout en la réprimandant gentiment d'avoir erré seule. Le chevalier en chef reconnaît enfin l'invité royal, exprimant sa surprise de le trouver dans cette partie du domaine. Il informe poliment le prince qu'ils sont actuellement occupés, lui refusant subtilement tout autre accès. Les paroles du chevalier résonnent dans l'esprit de Cesare, qui s'interroge sur le titre de « jeune fille ». Le monde du prince bascule lorsque l'implication de l'identité de la jeune femme le frappe enfin. Il se demande si cet enfant n'est pas la légendaire héritière de Radson, le véritable successeur du pouvoir du grand prêtre. Pourtant, il écarte cette pensée, certain que le nom de l'héritier n'est pas Élodie. Le chevalier en chef qui tient Élodie confronte le prince à ses intentions et l'orgueil de Cesare est visiblement piqué au vif. Le chevalier insiste pour obtenir un rapport, obligeant Cesare à minimiser la rencontre en la qualifiant de simple accident. L'esprit du prince s'emballe, sachant qu'un incident international éclaterait si ses véritables actions étaient révélées. Il tente désespérément de se calmer, se rappelant qu'il ne doit pas perdre son sang-froid pour un simple enfant. Mais Élodie brise son calme, pointant un doigt accusateur et révélant sa tentative de vol de la magie. Elle révèle également son arrogante revendication de propriété, laissant le prince feindre l'ignorance avec un sourire crispé. Le chevalier en chef remet en question la revendication de Cesare sur la propriété du coton magique. Cesare nie frénétiquement toute intention de vol, prétendant qu'il s'agit d'un malentendu. Il feint une curiosité innocente pour le coton magique en suivant Élodie. Élodie accuse hardiment le prince de mentir sur ses intentions. Elle insiste sur le fait qu'il était sur le point de la gronder et de voler le coton magique. Les chevaliers réagissent vivement à la suggestion de Cesare de menacer Élodie. Cesare tente de faire taire Élodie, mais le chevalier en chef ordonne un rapport au duc. César tente d'apaiser les choses, feignant de s'inquiéter poliment pour Élodie. Il bat en retraite précipitamment, essayant d'échapper à la situation de plus en plus tendue. Les chevaliers et Élodie célèbrent le succès de leur tactique d'intimidation. Élodie, se sentant généreuse après leur victoire, demande à ses chevaliers s'ils ont des souhaits à formuler. Elle rejette immédiatement leur demande de jouer toute la journée, déclarant que c'est trop demandé. Au lieu de cela, elle offre une accolade au chevalier principal, qui l'accepte avec un mélange de gratitude et de légère déception. Pendant ce temps, le prince Cesare s'éloigne, accusant l'ennuyeux bébé Radson d'avoir failli faire échouer toute sa mission. Il regrette de ne pas avoir trouvé la fille cachée qu'il était venu chercher, distrait par un enfant plus audacieux que tous ceux qu'il a jamais rencontrés. Le prince se rend compte que la petite fille n'était pas naïve. Elle savait exactement ce qu'il voulait et l'a délibérément provoqué. Il fulmine en imaginant comment les choses se seraient terminées sans l'arrivée inopinée de ses chevaliers. Une lueur froide dans ses yeux révèle la profondeur de sa frustration et sa nature calculatrice.
Cependant, Cesare reconsidère la situation et conclut que cette issue est peut-être la meilleure. Il se dit que puisque son vol n'était qu'une tentative, la nouvelle ne parviendra pas à son père et qu'il a obtenu de précieux renseignements sur l'atout caché de Valkyrie-Sen. Il décide qu'il est plus sage de surveiller l'enfant, d'autant plus qu'Edmund est maintenant dans le coup. S'installant dans son carrosse, Cesare se promet que la prochaine fois, il n'y aura pas d'interruption de la part de l'enfant rusé. C'est ainsi que le prince ordonne froidement à son carrosse de partir, tout en préparant son prochain coup.